Le garçon court dans la rue en portant une boîte, désespéré, disant qu'il doit arriver rapidement. Nous sommes dans la ville de Tokyo, à l'intérieur d'un bar appelé Pharon. Dans l'une des salles à l'arrière, quelqu'un crie, demandant à la femme si elle sait combien il dépense dans cet endroit. C'est un homme corpulent avec 2 femmes à son bras, exigeant qu'on lui apporte un saké décent. C'est le président d'une entreprise nommée Dagura Mitsuru. Une employée en face s'excuse, disant que malheureusement, le saké qu'il a demandé est en rupture de stock. Il est clair que ce Dagura n'a pas toute sa tête. Il a déjà une veine qui ressort sur son front et lui ordonne d'enlever ses vêtements et de se mettre à genoux pour demander pardon. Les filles du dark web rient, disant qu'elle va devoir obéir, tandis que la femme est complètement effrayée, les larmes aux yeux. Tout le monde crie dans la pièce, lui disant d'enlever ses vêtements, quand soudain, quelqu'un entre, mec. C'est le protagoniste, qui apporte une bouteille de vin appelée Armando Gold, celle que le type voulait. La pièce se tait une seconde et Dagura fait un bruit de reniflement avec sa bouche, comme s'il était énervé que le garçon l'ait vraiment apporté à temps. Alors que notre garçon s'approche, il dit qu'il a intérêt à ne pas avoir couru et secoué la bouteille tout le long du trajet. Notre pauvre gars s'incline simplement et dit de ne pas s'inquiéter, que s'il a une demande, il suffit de la formuler. Mais avant de partir, il fait une demande. Il dit que ce serait bien si Dagura arrêtait de harceler les femmes qui travaillent là. Mec, le type lui balance juste la boisson sur la tête. Le garçon reste là, silencieux, sans rien dire, et ce Dagura ordonne simplement qu'on fasse venir quelqu'un appelé Gu. Alors notre garçon s'en va pendant que ce type, Gu, entre avec un sourire en coin, disant que ces gens ne savent vraiment pas travailler ni comprendre l'ambiance. Dehors, Sayaka appelle Daichi, c'est notre garçon, et il lui répond en la remerciant. Il dit que tout va bien et qu'il sait que ça a dû être encore plus difficile pour elle. À quoi elle répond qu'elle ne peut le supporter que parce qu'il est là. Ce Dagura dirige une entreprise étrangère qui a acheté une grande partie de la zone du lac de Tokyo. Peu importe où l'on regarde, il y avait une entreprise de ce type et en plus, la ville a commencé à être envahie par des gangs. Le problème, c'est que ce n'est pas Tokyo Revengers, mon pote. Ici, les gangs sont composés de yakuzas, de capitalistes et de politiciens. L'argent et le pouvoir dirigent tout, tandis que notre garçon, qui s'appelle Daichi Enomoto, n'est qu'un simple lycéen qui profite de la vie. Juste après les cours, il dit qu'il doit finir ses notes aujourd'hui. Mais son ami Gu, le même qui travaille avec lui, dit qu'ils peuvent simplement balancer ça dans ChatGPT et c'est réglé, mec. Regardez ce gars à la pointe de la technologie. Même ChatGPT s'est retrouvé dans l'histoire. On est foutu. À ce moment-là, une autre amie arrive, elle s'appelle Saito Meru. Elle dit qu'ils ne peuvent pas faire ça, sinon ils vont se faire prendre direct. Elle frappe sur la table en disant qu'ils doivent étudier sérieusement. Et ils disent « d'accord ». Un peu plus tard, alors qu'ils s'en vont, Gu dit qu'ils se retrouveront ce soir. Il fait un signe d'au revoir à Meru et s'en va. Notre gars est tout gêné à côté de Saito et dit qu'il est temps pour eux de partir aussi. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être l'une des premières histoires japonaises qui se passent à la fac, mec. Pour une raison quelconque, les Japonais adorent les cadres scolaires, pas vrai? Ce qui pose problème, parce que après, le FBI frappe à la porte. Mais juste au moment où le protagoniste et Saito se tiennent la main, Gu leur lance un regard mauvais. Je peux déjà dire que ce type n'est pas net, pas vrai? Ils sont tout mignons, marchant dans la ville. Il lui demande si, en gros, ils sont un peu en rendez-vous. Elle, un peu confuse, lui demande pourquoi il agit comme ça. Il dit qu'il sait qu'elle n'a jamais passé la nuit chez quelqu'un et qu'elle est plutôt réservée. Apparemment, ils ont un plan avancé en tête, mec. Ce qui est étrange, c'est qu'il y a un endroit percé derrière l'oreille de Daichi. Elle lui dit d'arrêter de se gratter la petite oreille, se rapproche soudainement et lui dit qu'il est un pervers. Sorti de nulle part, le garçon devient tout rouge et elle s'enfuit en disant que pendant le voyage d'été qui arrive, ils feront ce truc-là. Elle lui fait même un clin d'œil, mec, en disant qu'il a intérêt à ne pas oublier. Pauvre idiot. Fais une erreur et t'as perdu, mec. Ensuite, il se demande, elle était sérieuse ou pas? Il s'enfuit. Adieu, pauvre type. Il reste là, l'air complètement idiot. Mince, je l'ai vraiment vanné, ce gamin. Mais en fait, c'est parce qu'il a dû passer toute la journée avec sa mère alitée à l'hôpital, mec. Ce garçon, c'est vraiment un héros Marvel. Je suis désolé, Daichi, je ne voulais pas te vanner comme ça. Il est là à raconter tout ce qui s'est passé dans la journée, mais sa mère ne répond pas. Le temps passe et il dit qu'il va partir et revenir plus tard. Mais alors qu'il s'apprête à partir, il entend un bruit. Il revient et sa mère l'appelle par son prénom. Il lui explique qu'il est venu directement après l'école, mais qu'il doit bientôt aller travailler. Sa mère, lui tenant la main, lui dit qu'elle se sent mal de lui causer autant de soucis, mais il la rassure en disant qu'il a obtenu une bourse et que tout va bien. Dès qu'elle sortira de l'hôpital, ils iront à la plage et ce sera parfait. Elle ferme simplement les yeux et dit « ce serait amusant ». Mais un peu plus tard, il est de retour au travail à remercier les clients. Il entre pour parler à l'un d'eux et demande si Sayaka ne répond vraiment pas, c'est cette collègue. Le gars à la moustache dit « non, il semble même qu'elle ne lise pas les messages ». Daichi trouve ça étrange. Il se demande s'il s'est passé quelque chose. Et aussi, où était Gu? Le gars à la moustache dit qu'il est dans le bureau du président Dagura, en train de parler avec lui. Tant que Gu ne met pas ce type en colère, tout va bien. À ce moment-là, Gu arrive et appelle Daichi, disant qu'il tombe à pic. Il dit que Dagura veut lui parler, ce qui laisse les deux un peu perplexes.
Le protagoniste entre alors dans la pièce, se présente comme Daichi Enomoto et demande si quelqu'un l'a appelé. Dagura dit qu'il veut lui présenter une personne incroyable. Un homme en costume s'approche, dit qu'il est ravi de le rencontrer et lui tend une carte de visite au nom de Shiro Jogasaki. Daichi remarque qu'elle vient d'un cabinet d'avocats et Dagura, depuis son fauteuil, explique que ce type est l'un des meilleurs avocats qu'ils connaissent, une personne à qui la plupart des gens n'ont même pas l'occasion de parler. Shiro s'assoit et dit qu'il n'est pas nécessaire d'en faire autant sur ses mérites, mais il dit à Daichi que s'il a jamais besoin d'aide, il n'a qu'à le contacter. Sur ce, Dagura lui dit de partir, et notre garçon, ne sachant pas vraiment quoi dire, le remercie et s'en va. Alors qu'il est en train de refermer la porte, il entend quelqu'un dire que le garçon a l'air plutôt doué. Il s'en va tout gêné, sans rien comprendre à ce qui vient de se passer dans cette pièce. Sur le chemin du retour, lui et Gu marchent, épuisés. Daichi demande à son ami comment il a réglé cette histoire d'hier avec Dagura et il lui répond que le manager l'a invité à boire un verre et que tout s'est arrangé. À ce moment-là, le téléphone de Daichi sonne et il voit des messages de Sayaka disant qu'elle veut lui parler d'eau et lui demandant s'il peut venir à l'hôtel Grand West. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle désire depuis longtemps et tous les deux restent là sans comprendre ce qui se passe. Gu dit aussitôt que c'est probablement une déclaration, et notre garçon lui répond de ne pas dire de bêtises, qu'elle ne dirait jamais un truc pareil sans raison. Mais il propose qu'ils y aillent ensemble, juste pour vérifier. Un peu plus tard, ils arrivent dans un hôtel extrêmement luxueux. Daichi n'avait même jamais mis les pieds dans un endroit aussi chic. Puis Sayaka lui envoie un message lui demandant de venir seul dans la chambre 1815 dans 10 minutes. Le protagoniste est un peu perdu, mais Gu dit que sa façon de flirter devient sérieuse. Elle avait l'air de vraiment vouloir le gars, donc il vaut mieux qu'il y aille. Daichi ne sait pas trop quoi répondre, mais il dit qu'au moins, il doit y aller. Et il a raison. Alors qu'il se retourne en riant, Gu lui attrape le bras et lui dit d'attendre. Il lui tend une boisson énergisante en disant « Celle-là, c'est la bonne ». Il sait que son ami ne dort pas beaucoup, donc il va manquer d'énergie. Quelles sont les chances qu'il n'y ait rien dans cette boisson, hein, mon pote? Absolument zéro. Mais pour être honnête avec Daichi, jusqu'à présent, Gu n'a rien montré de cruel, non? Donc, on dirait vraiment qu'il est juste un ami. Et l'ami lui dit qu'il vaut mieux la boire maintenant, sinon l'effet ne se fera pas sentir au bon moment. Daichi dit que ça a du sens et prend la première gorgée. Mais évidemment, Gu lance ce regard maléfique. Daichi lui rend la boisson en disant que Gu peut boire le reste et Gu le remercie. En partant, Gu lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il ne dira rien à Saitomaru. Mais Daichi s'éloigne en disant que ce n'est pas comme ça. Il n'a aucune relation avec cette fille folle. En montant dans l'ascenseur, il est complètement perdu, ne comprenant même pas de quoi parlait ce type. Mais il se souvient que, ça avait vraiment l'air d'être quelque chose de sérieux. Ce qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi Sayaka l'a appelé dans un endroit aussi chic. Peut-être que c'est une déclaration, mais il sort avec Saitomaru, donc ça n'a pas vraiment de sens. Mais à ce moment précis, quelque chose commence à changer chez le garçon et il se sent pris de vertige. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent au 18e étage, il voit le couloir tout tordu, en 3D et courbé. Il continue de regarder les portes en essayant de trouver la chambre 185 quand, soudain, il s'évanouit. À ce moment-là, la porte s'ouvre et quelqu'un à l'intérieur le regarde d'en haut. Un peu plus tard, Daichi se réveille dans la chambre. Ses bras sont tout éraflés. Il se tient la tête de douleur. Et juste à côté de lui se trouve le corps sans vie de Sayaka, les yeux révulsés. Évidemment, Daichi est sous le choc. Il recule en titubant et se demande pourquoi elle est là. La chambre entière est en désordre, mais, bien sûr, il ne se souvient de rien. Il se demande s'il a fait quelque chose ou comment il a atterri là. Pourquoi Sayaka était-elle morte? Pourquoi était-il sans vêtements? Que s'est-il passé? Il ressent soudainement une douleur et, en regardant sa main, il voit qu'elle est couverte de coupures. À ce moment-là, la police frappe à la porte. Le pauvre ne comprend toujours pas ce qui se passe et se sent soulagé que quelqu'un soit venu l'aider. Mais évidemment, dès qu'il ouvre la porte, le principal suspect est plaqué au sol. Il s'écrase le visage contre le trottoir, se fait immobiliser et la police commence déjà à fouiller la chambre. Les enquêteurs se demandent s'ils sont arrivés trop tard, tandis que Daichi veut savoir ce qui se passe. Un des policiers lui dit d'arrêter de faire semblant et notre gars essaie d'expliquer qu'il n'a rien à voir avec tout ça et qu'il ne sait même pas ce qui s'est passé. Mais le policier lui dit simplement de se taire. Scène suivante, il pleut à verre ce mec. À la prison, Daichi arrive et voilà comment. Évidemment, ils ont piégé notre gars et le voilà emmené. En le regardant se faire traîner en prison, regardez ce salaud de Kadokigu là-bas, en train de sourire. Il a eu la possibilité d'appeler un avocat, et qui a-t-il appelé? Le seul qu'il connaissait, Jogasaki, l'ami du président Dagura de cette entreprise. Il le remercie d'être venu, et le gars lui dit qu'il sait que Daichi doit être inquiet, mais de se détendre, il va l'aider. Notre gars est ému et lui dit qu'il compte sur lui. Ensuite, le gars commence à lire quelques dossiers. Enomoto Daichi, 20 ans. Ce jour-là, il a été invité par Tanaka Sayaka à la retrouver au Grand West Hotel. Après avoir consommé de l'alcool et d'autres substances, ils ont passé une nuit très rapprochée, disons, et après une dispute, il a fini par la tuer. Évidemment, Daichi frappe la table et dit que c'est loin d'être la vérité. Jogasaki lui dit de se calmer en précisant que tout ce qu'il lit n'est que la version de la police sur ce qui s'est passé.
Daichi essaie d'expliquer qu'il n'a rien fait de tout ça et qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Il demande à parler à certains de ses amis qui sont aussi au courant de la situation. Jogasaki répond qu'ils ont déjà parlé avec Kadokigo. Pas seulement lui, mais aussi Kanto et sa petite amie, Maru. Maintenant, notre gars se souvient de Saito Maru et se doute déjà qu'elle doit être très inquiète. Sans parler du fait qu'il a une mère à l'hôpital. Si elle apprend qu'il est impliqué dans ce genre d'incident, ça la détruirait. Jogasaki lui demande s'il a bu ou non la nuit dernière, car de l'alcool a été détecté dans son organisme. Daichi répond simplement qu'il ne s'en souvient pas. Il était normal jusqu'à ce qu'il arrive à cet endroit. Puis Jogasaki ajoute que les gens au travail ont dit qu'apparemment il ne tient pas bien l'alcool, donc cela semble être le cas. En plus de cela, des traces de drogue ont été trouvées dans son urine. Une fois de plus, Daichi frappe la table et se lève, affirmant qu'il n'a jamais touché à ce genre de choses. Jogasaki continue de lui demander de se calmer. Du tissu portant son ADN a été retrouvé sous les ongles de la fille. En d'autres termes, elle l'a griffé avant de mourir. Ce qu'il pense s'être passé, c'est que dans un moment de rage, il a peut-être commencé à l'étrangler et qu'elle a essayé de se libérer en le griffant. Daichi retombe en arrière, disant qu'une chose pareille est impossible. Jogasaki lui répond que ce n'est pas grave, il peut nier puisque c'est son droit, mais il va devoir être clair. S'il se bat pour prouver son innocence, il risque vraiment de finir avec une peine de prison beaucoup plus longue. Daichi, lui, baisse la tête en disant qu'il ne peut pas traverser une épreuve pareille. Il a une mère malade à l'hôpital. Il devait travailler pour pouvoir payer cet endroit, et si jamais il n'est pas à ses côtés, elle va se retrouver seule. Le pauvre, il pleure en demandant ce qu'il va faire. Franchement, à ce stade, je ne vois aucune vengeance qui ne serait pas méritée. On pourrait leur couper les 2 bras et les 2 jambes, ne laisser que des moignons, les laisser brûler au soleil pendant 15 ans, nourris par une sonde, à souffrir pour toujours, et je dirais quand même qu'au final, ils l'ont mérité. Évidemment, Jogasaki dit qu'il y a un moyen pour qu'il soit libéré beaucoup plus rapidement et Daichi veut savoir lequel. Le moyen, bien sûr, admettre que c'est lui qui l'a fait. Daichi reste silencieux, sans répondre. Jogasaki s'excuse, disant que même s'il était le meilleur avocat du monde, il n'y a aucun moyen de lutter contre une telle quantité de preuves. Et si Daichi se bat pour prouver son innocence, la probabilité qu'il soit reconnu comme tel est extrêmement faible. Il vaudrait bien mieux avouer, montrer des signes de remords et recevoir une peine réduite, voire même obtenir une libération conditionnelle si tout se passe bien. Daichi, cependant, sombre dans une spirale de désespoir en disant qu'il ne pourrait pas supporter cela. Pour obtenir une libération conditionnelle, sa mère devrait passer beaucoup de temps seule, ce qui était impossible. Scène suivante, c'est le jour du procès et, franchement, Daichi avoue tout. Il admet qu'après avoir été invité à l'hôtel par Tanaka, il a fini par trop boire et que ses souvenirs sont complètement confus. Mais il croit avoir causé sa mort et il le regrette profondément. Évidemment, n'est-ce pas? Il a tout avoué dans l'espoir d'obtenir une libération conditionnelle, même s'il était certain de ne pas l'avoir fait. Tout ce qu'il voulait, c'était obtenir une libération conditionnelle pour rendre visite à sa mère à l'hôpital avant qu'il n'arrive pire. Mais le juge l'a tout simplement condamné à 15 ans de prison. À ce moment-là, l'expression de Daichi s'est effondrée. Il se tourne vers Jogasaki et lui demande pourquoi il n'a pas obtenu la libération conditionnelle. Le type ajuste simplement ses lunettes et dit que c'est dommage. Mais il semble que le juge, cette fois, était pire qu'il ne l'avait imaginé. Il crie sur Jogasaki, disant que ce n'était pas ce qu'ils avaient convenu. Mais le juge lui dit simplement de se taire. Daichi ne pouvait pas croire que la libération conditionnelle lui avait été complètement refusée. Comment était-il censé passer 15 ans en prison? Alors qu'il hurle qu'il n'a rien fait, il est emmené par la sécurité. Évidemment, il a demandé un nouveau procès, mec, mais rien n'a été accepté. Et avec ça, il a été condamné à 15 ans, mec. Quelque temps plus tard, en prison, quelque part dans une certaine préfecture, les gars commentent que le gamin qui est arrivé est super bizarre et qu'il n'arrête pas de parler tout seul tout le temps. Évidemment, il parle de Daichi, et tout le monde dit que c'est de toute façon un meurtrier étrange. Notre gars est là, faisant les 100 pas comme un fou, répétant qu'il n'a rien fait. Les criminels sont là, en train de rigoler, disant que c'est ce que tout le monde raconte dans cet endroit. Un peu plus tard, on le retrouve en train de travailler en prison, à plier des vêtements et à se demander pourquoi il se retrouve dans un endroit pareil. Il est en colère parce que la raison pour laquelle il n'a pas pu avoir un nouveau procès, c'est que Jogasaki n'est même pas venu lui parler. Maintenant, il veut aussi savoir comment va Meru, sa copine, et comment va sa mère. Quand soudain, un vieil homme à côté de lui l'interpelle et lui demande si, par hasard, il a été piégé. Il était curieux à propos du garçon, alors il a jeté un œil à son dossier. Il semble qu'une nuit, il ait été invité dans un endroit étrange, se soit endormi, puis se soit soudainement réveillé à côté d'une femme nue et morte. Daichi demande comment le vieil homme sait tout ça, et il répond que ce n'est pas ça le problème. Il veut juste connaître plus de détails sur l'histoire. Selon la situation, peut-être qu'il pourrait sortir de cette prison. Évidemment, mec, l'expression de Daichi a changé immédiatement. Il n'avait aucune idée de qui était ce type ni comment il connaissait son affaire. Mais il se présente comme Kamishiro, l'un des prisonniers, évidemment, quelqu'un qui purgeait aussi une peine à cause d'une fausse accusation. Et c'était un plaisir de rencontrer quelqu'un comme lui. Mais Daichi détourne le visage et l'ignore, pensant que tout cela était bien trop suspect. Et il dit au type d'arrêter de lui parler, sinon les gardiens vont commencer à l'embêter.
Kamishiro répond que, de toute façon, ils auront tout le temps de discuter, donc quand il se sentira prêt, il n'aura qu'à le chercher. Encore une chose, dit-il. Il ferait mieux d'être beaucoup plus prudent avec le type qui s'est occupé de son dossier, celui qui s'appelle Jogasaki. Rien qu'à l'expression du garçon, Kamishiro comprend déjà. Ouais, on dirait bien que ce salaud a encore piégé quelqu'un. Un peu plus tard, là où dorment les détenus. Et franchement, ces petits voyous dorment bien, hein? Regardez-moi ce sol rembourré. Il y a même un petit écran d'ordinateur là-dedans. C'est quoi ce délire? Allons en Asie, commettons un crime et allons en prison. Là-bas, c'est trop bien. Je plaisante, les gars. N'y pensez même pas une seconde, pour l'amour de Dieu. Daichi se demande maintenant pourquoi ce type a parlé de Jogasaki. Il aurait déjà dû faire le calcul, franchement. C'est évident que le gars l'a piégé, mais en regardant par la fenêtre, tout ce à quoi il pense, c'est sa mère et Meru. Il voulait savoir ce qu'elles faisaient, comment elles allaient et si elles s'inquiétaient pour lui. Scène suivante, mec, il y a du sang qui gicle partout. Un type en tabasse un autre lui demandant où est passé tout le courage qu'il avait il y a quelques instants. Et ce n'est pas qu'un seul. Ils sont plusieurs. Cette idée d'aller dans une prison asiatique, oubliez-la tout de suite. Vendez tous les billets que vous avez achetés. On n'y va plus du tout. Les pauvres gars se fracassent la tête contre les murs pendant que les autres sont presque morts au sol. Puis un gars s'approche et dit à Ryuji qu'ils ont des infos sur le nouveau. Le type serre soudainement le poing et frappe un meuble, le brisant. Ils disent qu'ils vont parler à ce gars-là demain dans le jardin. Ils vont le rencontrer en face à face. Le lendemain, sous un soleil de plomb, voilà notre gars en train de faire des tractions, puis il retombe au sol tout de travers. 3, c'était sa limite, jusqu'à ce qu'un gars arrive derrière lui et l'appelle pour lui demander de l'aide pour déplacer du matériel. Daichi accepte simplement et y va, mec. Mais sur le côté, Kamishiro observe tout. Évidemment, on le guidait pour qu'il se retrouve face à face avec Ryuji. En fait, je m'étais trompé. À ce moment-là, Daichi sursaute et se retourne, voulant savoir ce qui se passe. Mais à ce moment précis, le gars s'approche, l'attrape par le cou et lui demande s'il aime aussi tuer des gens comme ça. Daichi essaie d'expliquer qu'il ne l'a pas fait, que c'est une fausse accusation, mais le gars répond que tout le monde dit toujours la même chose. Boum! Un coup de poing canon dans le ventre. Notre gars tombe à genoux de douleur. Et puis, bam! Un centre à la Cristiano Ronaldo, directement dans la tête. Ryuji dit qu'il est lui aussi un mauvais gars. Et pour être honnête, il aime même ce que Daichi a fait, et c'est justement pour ça qu'il meurt d'envie de le tuer maintenant. Mec, encore un coup de canon en pleine figure. C'est quoi ce délire? Ses potes commandent juste que Ryuji fait vraiment peur quand il est en colère. À ce rythme-là, le gamin qui vient d'arriver allait mourir. Un peu plus tard, notre gars est complètement amoché et Ryuji dit qu'il a au moins de la peine pour les parents du gamin. Daichi, évidemment, était presque en train de perdre connaissance sans même comprendre de quoi il parlait. L'un d'eux s'approche et dit qu'à l'extérieur, les médias font tout un scandale. Apparemment, il y a des informations selon lesquelles la mère du tueur est morte de choc en apprenant l'affaire dans laquelle son fils était impliqué. Merde, mec. La mère de notre gars est morte, mec. Et maintenant, il se demande ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça. Il recommence à se demander pourquoi Sayaka l'a appelé ce jour-là ou pourquoi Jogasaki lui a dit d'avouer et qu'il aurait une libération conditionnelle. Tout ce qu'il a fait, c'est avouer pour pouvoir revenir et être près de sa mère, mais il s'agissait d'un crime qu'il n'avait pas commis. Soudain, il pousse un bruit étrange, se redresse pendant que tout le monde est confus. À ce moment-là, Daichi ne se souciait plus de rien. Tout était devenu dénué de sens. Son cœur était envahi par un seul sentiment sombre. Les gars avaient tous peur qu'il ait vraiment le cran de faire quelque chose, et Ryuji ne faisait que le fixer. Le gamin riait et pleurait à la fois, submergé par un mélange d'émotions. Il tend son poing et le frappe en plein visage, mec. À partir de ce moment-là, il s'est laissé consumer par la rage. Pendant qu'il frappait Ryuji, il voyait une illusion de sa mère. Elle a prononcé son nom et lui a dit de mener une bonne vie. Puis elle s'est éloignée pendant qu'il lui demandait pourquoi il n'était pas allé voir le château. Il insiste et l'appelle, mais elle continue de s'éloigner. Scène suivante, elle se réveille à l'hôpital, toute bandée, en appelant son nom. Évidemment, tout cela n'était qu'un rêve. Et le médecin arrive en disant qu'elle s'est enfin réveillée. Notre garçon était à l'infirmerie, côte à côte, avec Kamishiro, qui lisait tranquillement un livre. Il rit, disant que Daichi est devenu fou et a même frappé les gardes en plein visage. Daichi est un peu confus, voulant savoir ce qui est arrivé à Ryuji, celui qui l'avait tabassé plus tôt. Kamishiro lui dit de ne pas s'inquiéter. Il est en isolement parce qu'il a causé un gros désordre récemment. Le médecin à côté dit que Daichi a eu de la chance qu'il soit arrivé juste à temps, car ses blessures étaient assez graves. Puis Kamishiro précise qu'il s'est aussi blessé, laissant entendre qu'il est là pour parler avec notre garçon et qu'ils sont maintenant amis. Pas seulement amis, ils partagent aussi la même condamnation injuste. Daichi se souvient de ce que ce type a dit plus tôt et de ce qu'il a dit à propos de Jogasaki, et demande s'il croit vraiment qu'il est innocent. Kamishiro répond qu'il a vu beaucoup de gens et qu'il ne voit pas en Daichi quelqu'un qui pourrait tuer de cette façon. Et il prévient que le procès dans lequel il a été impliqué était clairement un coup monté.
Déconcerté, Daichi demande pourquoi il lui ferait une chose pareille. Mais à ce moment précis, quelqu'un ouvre la porte et dit qu'il doit parler avec Kamishiro Jindai. Le vieil homme se lève, disant qu'ils en reparleront plus tard. Avant de partir cependant, il dit à notre garçon, « Parfois, pour obtenir ce que tu veux, tu dois être prêt à abandonner quelque chose de valeur équivalente. » Daichi se demande ce qu'il voulait dire et demande à l'homme, « Qu'est-ce qu'on peut bien obtenir si on abandonne tout ?» Kamishiro ne répond pas, il se contente de se lever et lui dit qu'il vaut mieux se reposer un peu. Dehors, le type qui l'a appelé dit que c'est étrange de le voir s'intéresser à un autre détenu. Le vieil homme montre son bras, tout couvert de chair de poule, et dit qu'en voyant les yeux du garçon, peut-être qu'il a du potentiel. Quelques jours passent. Une balle frappe le mur, rebondit dans la main de Kamishiro, et quelqu'un s'approche. C'est Daichi, avec une expression complètement différente sur le visage. Le vieil homme demande simplement s'il a besoin de quelque chose. Le protagoniste demande de quoi il s'agissait, cette histoire de sortir d'ici. Kamishiro répond que c'est évident d'après le mot, c'est exactement ce à quoi il pense. Daichi veut savoir ce qu'il compte faire, un avocat très compétent, ou est-ce qu'il parle littéralement de l'aider à s'évader. Kamishiro dit qu'il ne donnera aucun détail tant qu'il ne sera pas sûr que Daichi prend la chose au sérieux. Daichi demande ce qu'il doit faire pour le prouver. Le vieil homme se lève, enlève ses lunettes et demande « Qu'est-ce que tu comptes faire une fois sorti d'ici ?» Daichi se rend compte que l'aura de ce type a changé. Il commence à se poser ces questions à lui-même. Il a été expulsé de l'université, évidemment à cause de l'incident. Il n'a pas eu de nouvelles de son ex-petite amie, et il n'a pas non plus eu de nouvelles de... Si sa mère est vraiment morte, il n'a plus rien qui l'attend dehors, littéralement, plus rien. Et tout cela, c'était à cause de cet incident. Il dit alors qu'il y a quelqu'un dehors qui a tué une fille qu'il connaissait et a fait porter le crime sur lui. À cause de ce coup monté, sa mère est morte. Donc, dès qu'il sortira d'ici, il veut retrouver le vrai coupable et se venger, évidemment de ses propres mains. Kamishiro lui demande s'il est prêt à tout abandonner pour cette vengeance. Mais Daichi se demande ce que « tout » signifie vraiment. Au final, il n'avait rien. Le vieil homme dit que cela veut dire qu'ils sont pareils. Lui aussi est quelqu'un à qui on a tout pris. D'un autre côté, il lui reste encore quelques crypto-monnaies cachées à un certain endroit. Si la détermination du garçon est vraiment réelle, il le fera sortir d'ici et il recevra tout cela, soit 50 milliards, en crypto-monnaies stockées quelque part à l'extérieur, cachées dans un certain endroit. Daichi reste silencieux un instant et dit qu'il ne croirait pas à ça. Mais le vieil homme l'interrompt et dit qu'il sait que personne ne croirait cela. C'est la réaction normale et ce n'est pas grave. Mais quand le garçon changera d'avis, il n'aura qu'à venir lui parler. Aussi, il devrait savoir que cette prison possède une bibliothèque. Sur la deuxième étagère, dans la rangée la plus proche de la fenêtre, il y a un livre très intéressant à droite. Il a une couverture entièrement noire et il pense que ce sera une bonne lecture pour le garçon. Sur ce, le vieil homme est parti. D'autres détenus sont venus et ont demandé s'il connaissait Kamishiro Jindai. Notre garçon répond que pas vraiment, alors l'un d'eux lui dit de faire attention, parce que ce type est très doué pour tromper les gens. Apparemment, il a été arrêté pour une vaste escroquerie et un meurtre, et il était aussi impliqué avec des gangs et les yakuza. Daichi, cependant, essaie simplement de découvrir par lui-même qui est vraiment cet homme. Scène suivante, il arrive à la bibliothèque. Personne n'était vraiment intéressé par l'étude, et la seule personne présente était un petit gardien en train de lire un livre. Il se rend à l'endroit que le type lui avait indiqué et trouve le livre à la couverture noire. Mais lorsqu'il ouvre le premier, il y avait un autre livret à l'intérieur. Et sur la couverture, on pouvait voir le génie des entreprises, l'homme milliardaire connu pour sa méthode unique. Daichi était perplexe. Pourquoi cela se trouvait-il même là? Et à partir de ce jour-là, chaque fois qu'il avait du temps libre, il retournait le lire. Une semaine passa. Il était allongé dans sa cellule lorsqu'il sentit quelque chose s'approcher et se redressa. Mec, c'était ce fou de Kamishiro, déjà assis juste en face de lui. Évidemment, Daichi était perdu, voulant savoir comment ce type était apparu de nulle part. En plus, personne ne s'est même réveillé. Kamishiro montre qu'il a demandé aux gardes de faire dormir un peu ces gars-là. Daichi est immédiatement paniqué, voulant savoir exactement qui est ce type. Mais le gars demande seulement s'il a lu le livre ou non. Et notre gars dit que maintenant il sait, son vrai nom est Kosei Jindai, la personne la plus jeune à avoir jamais dirigé une entreprise cotée en bourse, un cadre du monde des affaires, considéré comme une sorte de maniaque, un homme qui a aussi tué une femme, puis tout perdu. Kamishiro dit que oui, il a entendu cette histoire. Il se lève alors et dit qu'il va reposer la question. Pour cette vengeance que Daichi désire tant, était-il ou non prêt à tout abandonner? Maintenant que notre garçon sait qui est ce type, c'est presque incroyable. Le plan, quel qu'il soit, n'a peut-être aucun sens, mais d'une manière ou d'une autre, il s'est faufilé dans cette cellule et personne ne s'en est soucié. Une chose était certaine, ce type avait du pouvoir à l'intérieur de cet endroit, et Daichi, se sentant désespéré, dit que ça n'a plus d'importance. Tout a la même valeur que rien pour lui. Et c'est pourquoi, s'il pouvait se venger de celui qui l'a mis là, il serait prêt à tout. Le type dit immédiatement « Très bien alors », et la première mission allait être donnée. Il devait se rapprocher d'une certaine personne dans cette prison. Dans une autre cellule, tout le monde a peur, et franchement, pourquoi y a-t-il du sang par terre et un gars avec son pantalon baissé? Quel endroit étrange. Et il y a un maniaque au milieu de tout ça.
Ouais, rien qu'en le regardant, tu peux déjà dire, mec, que c'est le plus dangereux. Et il semble que ce soit Daichi qui va devoir s'approcher de lui. Mon Dieu, Daichi, abandonne donc cette vengeance. Alors voilà le truc. On voit un autre gars face à face avec ce cinglé lui dire de ne pas le sous-estimer et tenter de lui mettre un coup de poing. Mais le type bizarre lui attrape le bras, le jette sur le dos au sol et le pauvre gars s'évanouit. Ce bagarreur du dark web, connu sous le nom de Kazuki, dit même que les détenus de nos jours ne sont plus vraiment son genre, mais que c'était encore une fois un super entraînement. Et à ce moment précis, regarde qui se tient devant lui, mec. Kamishiro, le félicitant, disant que c'était un coup incroyable. À ce moment-là, il le fait sortir de la cellule, déjà tout sourire en l'appelant président, lui demandant s'il regardait, avouant qu'il est un peu gêné. Mais c'est là qu'il remarque notre gars dans la pièce et demande qui il est. Notre gars se présente et dit « Enchanté de faire votre connaissance ». Mais mec, Kazuki l'a fixé du regard et a semblé un peu hésitant, puis il a immédiatement rougi, s'est présenté et a dit que c'était un plaisir de le rencontrer aussi. On dirait qu'il y avait enfin une personne de plus en commun dans cet endroit. Kamishiro dit qu'il a quelque chose à demander et Kazuki répond immédiatement qu'il répondra à tout ce qu'il veut, jusqu'à ce que le vieil homme mentionne que cela concerne la glace. Il veut connaître la filière d'acquisition de ces choses et c'est cette information qu'il recherche. Mais soudain, Kazuki se tourne et dit que si c'est le sujet, alors il devrait demander à quelqu'un d'autre, mais pas avant d'ajouter que plus tard, il veut parler avec Daichi Enomoto. Mec, je t'avais dit de t'enfuir. Notre gars veut savoir qui est ce cinglé, au juste. Et Kamishiro lui dit que ce type est un ancien détective. Notre gars est choqué et le type ajoute qu'évidemment, il était un détective extrêmement corrompu. Bien sûr, il était talentueux, mais c'était le genre de gars qui buvait, se battait et se bagarrait pour obtenir des informations. Il n'hésitait pas à fréquenter des membres de gangs ou n'importe quel groupe criminel. Et il semble que lors de l'une de ses aventures, il est fini du mauvais côté et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé ici. Daichi veut alors savoir ce que c'est, ce truc de glace dont il parlait. Kamishiro explique que c'est une drogue qui mélange différentes amphétamines, de la morphine et tout un tas d'autres choses. Kamishiro explique qu'il s'agit d'une drogue qui mélange diverses amphétamines, de la morphine et tout un tas d'autres substances. De plus, dans l'affaire impliquant Daichi Enomoto, cette même drogue a été retrouvée dans le corps de la jeune fille. Il demande si cette information est secrète, car elle ne lui avait même pas été communiquée. Et l'autre lui répond que, pour l'instant, oui. Pouf, rien que de me souvenir que la pauvre Sayaka lui a envoyé un baiser en disant qu'elle le récompenserait. Pauvre fille, franchement, elle n'est apparue dans l'histoire que pour mourir. Alors Daichi dit à Kamishiro de s'expliquer. Là, la seule mission c'était vraiment juste de se rapprocher de ce type Kazuki. Le gars répond que oui. Ils doivent recueillir des informations sur cette soi-disant Ice, comprendre toute l'affaire, et d'une manière ou d'une autre, rallier Kazuki à leur cause. Si tout se passait bien, il lui parlerait du reste du plan et du reste de l'affaire de Daichi. Là, Daichi est concentré, pas vrai? Mais il n'a aucune idée de ce qui l'attend. Regarde-moi ce type bizarre. Je te jure, c'est Didi. C'est le Hisoka de la prison, les gars. Vous feriez mieux de courir, les enfants. Il était là, se rasant, quand Daichi est venu s'asseoir à côté de lui et a dit qu'il avait un service à demander. Il a même ajouté que si Kazuki l'écoutait, il aurait une récompense. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là, Daichi? Tu ne comprends pas? Explique-nous ça. Même le pauvre Kazuki, qui d'habitude est le plus fou, est là tout effrayé, en disant que les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment directs. Mais à ce moment-là, juste quand il allait demander quelque chose, un gardien est arrivé et leur a dit de se taire tous les deux. Alors Enomoto a dit d'accord et lui a dit qu'ils en parleraient plus tard. Il s'est levé et étrangement, mec, Kazuki a vu quelque chose en lui qui l'a effrayé. Le gars a même dit qu'un truc comme ça devrait être illégal, mec, à moins qu'il ne se passe vraiment quelque chose ici. Il regarde juste notre gars en disant que c'est impossible qu'une personne avec un visage aussi mignon cache un magnum. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de lire? Et il dit à notre gars d'aller de l'avant et de poser la question, là, tout de suite. Étrangement, Daichi lui demande de fermer les yeux. Kazuki, fidèle à son étrange habitude, décide de les fermer tout en se demandant ce qui va se passer. Il pense qu'il va peut-être recevoir un baiser ou quelque chose comme ça. Le garçon ne peut pas résister au visage parfait qu'il a. Peut-être qu'ils devraient faire quelque chose comme ça et finir en cellule d'isolement ensemble. Ce serait romantique. Il dit à voix haute qu'au lieu d'une princesse comme notre gars, il préfère une femme qui ressemble plus à une reine. Mais soudain, son fantasme est brisé lorsque Daichi lui dit d'ouvrir les yeux tout de suite. Aussitôt qu'il le fait, il remarque que tout l'endroit est vide. Et à ce moment-là, il est certain que c'est l'œuvre de ce salaud de Kamishiro, qui a soudoyé non seulement les détenus, mais aussi les gardiens. C'est le genre de choses que seul quelqu'un comme lui pourrait réussir. Daichi dit simplement qu'il veut les informations que Kazuki possède, tout ce qui concerne la drogue de glace. Il explique qu'il ne demande pas ça par curiosité, mais parce que l'incident dans lequel il a été impliqué est lié à cette drogue, et que cette drogue a peut-être tué quelqu'un. Il est maintenant face à lui et dit qu'il a besoin d'aide pour découvrir qui la vend. Mais évidemment, Kazuki se contente de rire et demande ce qui se passe s'il refuse. Mais là, Daichi sort une lame, la pose sur sa gorge et dit qu'il pourrait bien mourir d'une hémorragie. Mais Kazuki s'en fiche complètement et demande simplement où cette princesse a appris à dire des choses pareilles. Notre gars dit qu'il ne veut pas que ça se termine comme ça.
Mais soudain, le type lui attrape le bras dans le sens opposé. Avant qu'il ne puisse réagir, l'homme le saisit par le cou et le plaque violemment, visage contre le sol. Là, j'ai peur de ce que ce fou va faire. Il dit que Daichi ne devrait pas plaisanter comme ça avec un adulte au cœur pur. Mais alors Kazuki remarque 2 grains de beauté derrière l'oreille de Daichi et dit « C'est intéressant ». Mais avant qu'il puisse finir sa phrase, mec, Daichi se retourne et lui attrape pile à l'endroit sensible. Le gars gémit, se retourne et essaie de lui donner un coup de pied au visage. Mais malgré tout, Daichi parvient à esquiver. Tout tremblant, le bizarre Kazuki dit que tout ce truc de misogynie, ce n'est vraiment pas son délire. Mais mec, Daichi ne plaisante pas et une fois de plus, il sort le rasoir, prévenant qu'il est prêt à tout pour se venger. Le gars rigole et dit qu'il suffit de regarder dans ses yeux pour voir que Daichi était un enfant très protégé. Et bien sûr, ça le rend encore plus fou, disant qu'il aime encore plus les filles comme ça. Dehors, on demande à Kamishiro combien de temps ça va encore durer. S'ils se faisaient prendre à faire un truc pareil, ils perdraient leur boulot. Kamishiro dit qu'il a promis 5 minutes au gamin et même si ce type se faisait virer, il gagnerait assez d'argent. De retour dans la salle de bain, les deux se préparent pour le duel. Et Daichi est encore là, insistant « Donne-lui déjà les infos ». Mais évidemment, Kazuki dit que l'information n'est pas gratuite et il veut savoir ce qu'il aura en échange. Daichi dit simplement que son plan est de sortir de cette prison et de se venger de la personne qui l'a piégé. Une fois que ce sera fait, il pourra faire ce qu'il veut de lui. Kazuki dit qu'il a entendu que le garçon a pris 15 ans pour meurtre, mais apparemment, maintenant le président est de son côté. Il trouve ça mignon, comme quelqu'un qui promet de payer ses factures après avoir gagné à la loterie. Pour lui, le gamin n'a aucune chance. C'est alors que Daichi s'ouvre le bras et dit que c'est un serment de sang. À ce moment-là, Kazuki perçoit une tristesse derrière toute cette rage. Il s'émeut de nouveau, s'agenouille et dit que si Daichi est vraiment aussi sérieux, d'accord, il jure de l'aider lui aussi. Mais soudain, il lèche le sang, disant qu'il a mémorisé ses gènes. Puis il se retourne, disant qu'il a lui aussi ses propres cicatrices. Il montre son dos et dit que pour cette blessure-là, il était sûr qu'il n'allait pas survivre. Il était dans une boîte de nuit en train de conclure un deal quand soudain, l'un des fournisseurs lui a fait ça dans le dos. Ce fournisseur? Exactement. La même glace que Daichi recherche. Ce club existe probablement encore quelque part. Quelqu'un là-bas devrait savoir ce qu'il doit enquêter. Daichi lui attrape la main et le remercie, disant qu'il l'a beaucoup aidé, tandis que ce cinglé est de nouveau tout ému. Puis soudain, un garde arrive et demande ce que les deux font là. Ils sont tous les deux plaqués au sol et les gardes commencent à fouiller la zone. Kazuki regarde notre gars et lui dit qu'ils se reverront. Un peu plus tard, notre cher Daichi a été jeté à l'isolement, sanglé dans une camisole de force. C'est quoi ce délire, sérieux? Et sa nourriture lui était balancée à travers la porte comme des ordures. Franchement, c'est vraiment gratuit, les gars. Mais Daichi s'en fichait complètement. 2 semaines de souffrance, ce n'était rien comparé à 15 ans passés dans cet endroit. Il avait besoin d'énergie et ne pouvait pas se permettre de faiblir. C'est pour ça, mec, qu'il mangeait par terre sans hésiter. Pour obtenir la vengeance dont il rêvait, il aurait rampé sur le sol du monde entier. 2 semaines plus tard, la porte claque et quelqu'un lui dit d'arrêter de se comporter comme ça. Daichi répond simplement qu'il pensait que l'isolement finirait plus tôt. Ce à quoi Kamishiro réplique qu'il a une certaine influence, mais qu'il n'est pas le propriétaire des lieux. La moitié des gardiens, y compris les supérieurs, ne sont évidemment pas sous son contrôle. Il a réussi à mettre les deux dans la même cellule. C'était le mieux qu'il puisse faire. Daichi s'assoit alors à côté de lui et dit qu'il a beaucoup réfléchi pendant l'isolement à son affaire et à Kamishiro, et qu'il pense qu'il est temps d'en apprendre un peu plus sur l'affaire de Kamishiro et sur la façon dont ils vont sortir de cette prison. Sinon, il ne partagera pas les informations sur la glace qu'il a obtenue de Kazuki. Le vieil homme demande s'il n'a pas déjà une bonne idée de qui l'a piégé. Daichi dit qu'il n'en est pas sûr à 100%, mais qu'il pense à Kadoga, à ce type du bar et à ce fichu Jogasaki. Kamishiro se contente de dire que son intuition est juste. Le problème, c'est que l'ennemi est puissant et que s'évader d'ici ne suffirait pas pour se venger. C'est pourquoi il va s'assurer que le gamin ait les armes nécessaires pour obtenir ce qu'il veut. Daichi demande s'il parle de ses crypto-monnaies ou de quelque chose comme ça, ce à quoi Kamishiro répond que, d'abord, il veut en savoir plus sur la nuit de l'incident. Sur ce, les deux continuent de discuter pendant un bon moment. Kamishiro demande si, ce jour-là, après avoir quitté le bar, il a été appelé par la victime à l'hôtel. Et en arrivant là-bas, le type qui travaillait avec lui, qui était censé être un ami, lui a donné une certaine boisson et, peu après, il a perdu connaissance. Daichi dit que l'histoire de la boisson trafiquée n'est qu'une supposition, mais il se souvient que Kadot la lui a tendue et a semblé lui en demander la moitié en retour. Et à part ça, il ne voit pas comment une chose pareille aurait pu arriver autrement. Kamishiro demande si le résultat de tout cela a été qu'il s'est réveillé plus tard dans son lit, puis, peu après, que la police est arrivée. Notre garçon répond oui, et le vieil homme dit que cette coïncidence est vraiment trop grosse. Ensuite, Daichi explique qu'un peu avant, il avait rencontré Jogasaki, et c'est pour ça qu'il l'a appelé. C'était le seul avocat qu'il connaissait. Le vieil homme dit qu'il comprend. Jogasaki lui a fait prendre la voie de l'aveu de culpabilité. Maintenant, la question est de savoir qui relie cet ami à l'avocat. Daichi sait très bien que c'est ce fichu président, Dagera, le type qui lui a présenté Jogasaki et qui se comportait horriblement avec les femmes.
Aussitôt, il dit que ce salaud a tué Sayaka et a utilisé Kadote pour lui faire porter le chapeau. Évidemment, il a probablement aussi soudoyé Jogasaki pour qu'il soit l'avocat. Kamishiro dit que, même sans aucune preuve, il est certain que ces trois-là ont piégé le garçon. Daichi ne peut penser qu'au fait qu'il va devoir passer 15 ans dans cet endroit pour un crime qu'il n'a pas commis, tout ça à cause de ces trois-là. Le gamin commence à se gratter le cou, sombrant dans la folie. Et le type lui dit de se calmer un peu, lui rappelant qu'il doit garder espoir car une douce vengeance approche. Daichi lui dit de lui filer les 50 milliards tout de suite et qu'il garantira personnellement que ces types finiront en enfer. Mais Kamishiro soupire et dit qu'il ne peut pas précipiter les choses. Pour que ce plan fonctionne, il fallait une préparation sérieuse et l'occasion parfaite. Au minimum, cela prendrait encore 1 ou 2 ans. Et même s'il avait tout cet argent, cela ne servirait à rien s'il ne savait pas comment l'utiliser. Ce qui manquait au garçon en ce moment, c'était le savoir. Il prend le comte de Monte Cristo sur l'étagère et dit qu'il y a une citation dedans. Attendre et espérer. Jusqu'à ce que l'occasion parfaite se présente, il transmettrait toutes les connaissances nécessaires à Daichi. Déjà à la bibliothèque, la première chose qu'ils allaient étudier. Tu crois que ça va être des combats, des coups de poing, des coups de pied et des fusillades? Non, gamin. Ils commencent par l'économie. Daichi suit simplement tous les conseils de Jinde puisqu'il semble bien informé. Et le vieil homme dit qu'il va d'abord lui apprendre à lire un livre. D'abord, tu dois parcourir rapidement tout le contenu. Tu n'as même pas besoin de comprendre quoi que ce soit au début. La vitesse, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est comme ça que Daichi a commencé, mec, à dévorer tout ce qu'il y avait dans cet endroit. Jour et nuit, mec, il est en prison, et lire des livres, c'est la seule chose qu'il peut vraiment faire. Mais le gamin est productif, mec. En lisant, il fait aussi des pompes à une main, tout en tournant les pages en même temps. Mais quand il n'a plus d'énergie, évidemment, il s'effondre la tête la première. Kamishiro lui demande ce qu'il fait, et notre gars explique qu'il mémorise les données des entreprises, comme on le lui a demandé. Le problème, c'est qu'il y en a plus de 4000, non? Donc ça prend du temps. Le type rigole, disant que c'est fou de faire un truc pareil, tout en faisant des pompes. Daichi dit que tout s'est éclairci pour lui quand il a perdu contre Ryuji après s'être fait tabasser, et aussi quand il s'est battu contre Kazuki. Sans assez de force, il ne pouvait affronter personne. Il est certain que la connaissance seule ne suffira pas. Il a besoin du bon type de force pour utiliser les connaissances qu'il acquiert. Le vieil homme dit qu'il commence vraiment à comprendre l'essence de la survie dans ce monde. Puis il se lève et dit « Très bien, tu as déjà compris l'économie. Maintenant, tu vas apprendre l'art de la manipulation. » Dehors, dans la cour de la prison, il y a un gars aux cheveux verts qui s'enroule dans un manteau. Il s'appelle Tako. Quand Daichi vient lui parler, le gars est surpris et recule. Mais notre héros se contente de lui demander s'il peut s'asseoir à côté de lui. Souriant, il se présente comme Enomoto Daichi et demande si c'est bien lui qu'on appelle Tako. Le gars, tout gêné, veut savoir comment il connaît son nom. Notre héros répond que c'est simplement parce qu'il a entendu un gardien l'appeler. Un peu embarrassé, il avoue qu'il sait que c'est un nom bizarre et que les gens se moquent de lui à cause de ça. En plus de ça, il n'aime pas trop parler. Mais Daichi lui dit qu'en fait, il trouvait le nom cool et qu'il voulait aussi en apprendre un peu plus sur lui. Étrangement, le gamin, tout mignon et timide, dit qu'il a été arrêté pour manipulation du marché boursier et qu'il doit maintenant passer beaucoup de temps ici. Le problème, c'est qu'il ne gère pas bien les relations avec les gens. Daichi lui dit de se détendre. En plus, ils avaient l'air d'avoir le même âge, donc ils pourraient devenir amis. Alors ils continuent à discuter, et évidemment, les gars, c'est une partie de la formation de manipulateur de Daichi. Et Kamishiro le félicite, disant qu'il s'est bien débrouillé pour sa première fois. Notre garçon répète l'une des règles. Écoutez 70%, ne parlez que 30%. Regardez dans les yeux lorsqu'on pose une question. Toujours complimenté. Il a fait exactement tout cela et c'est comme ça qu'il a réussi à se lier d'amitié avec Tako. Kamishiro dit que ça peut sembler simple, mais qu'avec la plupart des gens, ce n'est pas si facile. Le garçon avait la bonne personnalité. Notre garçon ne s'en rend presque pas compte. Peut-être qu'il est lui-même en train de tomber dans le vieux piège. Et notre garçon commente que Tako a l'air d'être un gars intelligent qui comprend vraiment la bourse. Kamishiro dit que, dans ce cas, il devrait inviter le gamin à étudier ce sujet avec eux. Daichi demande pourquoi. Était-il vraiment si doué au point qu'il devait apprendre quelque chose de lui? Le vieil homme répond que oui, il était bien connu dans le milieu, mais que ce n'était pas la seule raison. Daichi devait comprendre que l'objectif qu'il visait était impossible à atteindre seul. Il allait avoir besoin d'alliés, et en retour, il lui faudrait du pouvoir et du charisme pour garder ce genre de personnes autour de lui. Mais une chose que le vieil homme admet, le gamin avait du talent. C'est alors que Daichi le remercie, mais il veut savoir pourquoi il est aussi gentil avec lui. Le vieil homme lui dit d'essayer de deviner. Et notre garçon répond que c'est peut-être parce qu'il a besoin de gens pour l'aider à s'échapper d'ici. Il est probablement dans une situation similaire à celle de Daichi et veut s'en sortir. Le vieil homme dit que ce n'est pas une mauvaise supposition. Mais Daichi le coupe et dit que, d'un autre côté, il se fiche qu'on se serve de lui. Il vendrait son âme au diable si cela lui permettait d'obtenir de l'aide pour se venger. Kamishiro lui dit de ne pas être aussi anxieux. Tout lui serait enseigné une fois qu'il aurait terminé l'école. Sur ce, il s'éloigne de la table, laissant Daichi un peu perplexe. Les jours passaient et le protagoniste apprenait de plus en plus de Kamishiro.
Pendant la journée, ils étaient là, tous les trois, à la bibliothèque. Taco parlait des graphiques en chandelier, du mur d'investissement, de la façon de comprendre le marché et tout ça. Notre garçon avait l'air intéressé, désireux d'en apprendre plus sur les concurrents. Même Kamichiro participait, affirmant qu'il avait vraiment le sens des bonnes entreprises. La nuit, tu crois qu'il s'arrête, mec? Pas du tout. Il dort à côté du vieil homme qui parle maintenant de politique et de certains schémas. Même quand Daichi faisait de l'exercice, le vieux était là, sur son dos, cette fois pour lui enseigner l'anglais. Il lui balance un livre avec 3000 mots de vocabulaire, disant que ce n'est pas l'endroit idéal pour apprendre, mais que c'est tout ce qu'ils ont. Et bien sûr, chaque jour, Daichi ne manquait jamais son entraînement physique. Et maintenant, mec, il fait 19 tractions, hein? Avant, le gamin n'en faisait que 3. Et comme ça, le temps a passé. Les arbres verts sont devenus jaunes, puis la neige a commencé à tomber. C'est comme ça que je comprends les saisons. Et maintenant, quelques temps plus tard, notre petit sbire fait 47 tractions à une main. C'est quoi ce délire, mec? Il l'évite en lisant. Il en a fait 50, mec. Takahisa à côté de lui disant que Daichi est vraiment devenu fort. Le gamin ressemblait à un homme d'acier. Et Daichi demande simplement à son ami s'il le pense vraiment. Tout le monde s'entraîne. Et un peu plus tard, il demande au vieil homme ce que ça fait d'avoir une femme. Kamichiro explique que s'il avait une femme à ses côtés, les choses seraient bien plus faciles. Notre garçon, un peu maladroit, mentionne qu'il avait une petite amie autrefois. Kamichiro répond que ça n'a pas d'importance, il est assez beau pour en avoir une. Le seul problème, c'est qu'il est trop gentil et qu'il doit apprendre un peu plus comment faire avancer les choses. Sur ce, il pose une main sur l'épaule de notre garçon et lui dit que quand il boit avec une femme, il suffit de faire ça, mec. Il l'attire à lui chuchote quelque chose à l'oreille et notre garçon rougit un peu, curieux de savoir si ça marche vraiment. Oh, vieux salaud de riche, révèle-nous aussi ce secret à l'écrit. Daichi veut savoir si ça marche et le vieil homme lui répond qu'il ne le saura qu'en essayant. Mais il est certain que le garçon s'en sortirait très bien avec les femmes, puisqu'il était si dévoué à sa mère. Déconcerté, Daichi veut savoir quel est le rapport entre les deux. Le vieil homme fait une hypothèse bizarre, demandant s'il retournait dans le temps et sortait avec sa mère. Comment la traiterait-il? Daichi est là, une fois de plus sans comprendre de quel genre de folie il s'agit. Puis notre garçon se souvient que les médias l'appelaient la femme morte du choc de ce qui était arrivé à son fils. Et Kamichiro se contente de dire qu'il est sûr qu'elle était une bonne mère. La personne que Daichi est devenue est le produit de celle qui l'a élevée. Un peu gêné, Daichi dit qu'il n'en est pas si sûr. Puis Kamichiro commande qu'il croit en l'existence de l'au-delà, et que c'est pour cela que, lorsque Daichi sortira d'ici, il devrait aller visiter sa tombe. Il est certain qu'elle attend toujours de le voir. Daichi est tout ému, en larmes, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que ce vieux manipule notre garçon, donc je me dis, je ne sais pas si je dois trouver ça touchant ou louche. Au moins, on peut toujours admirer notre garçon en train de s'entraîner avec ses abdos découpés et ses 300 kilos de muscles. Pas vrai, mec? Et là, bam, Kamichiro réapparaît et le complimente. Il désigne un gars à proximité et demande s'il voit ce beau mec mince là-bas. Daichi répond simplement oui, et Kamichiro lui dit que c'est l'ancien animateur télé nommé Haruki. Quand le moment sera venu, notre garçon devra commencer à se rapprocher de lui et à l'observer attentivement. Il deviendra un allié extrêmement important pour s'échapper de cet endroit. À ce moment-là, un garde arrive et dit « Le détenu 1034 a une visite. » Évidemment, Daichi est perplexe. Qui viendrait lui rendre visite après tout ce temps? Je pensais que ce serait un ami, un méchant, quelque chose comme ça. Mais non, en fait, c'est un certain Yamashita qui travaille au service d'enquête criminelle de la police. Daichi dit bonjour, s'assoit et demande ce qu'il peut faire pour eux deux. Avant même que le type ne réponde, il demande avec enthousiasme s'il compte rouvrir l'enquête sur son affaire. Gêné, le gars un peu rond lui dit de se calmer, qu'ils ne sont même pas là pour parler de son affaire. Ils veulent parler de quelqu'un qui s'appelle Kamishiro Jindai. Avant de commencer la conversation, il demande s'il peut fumer, et notre gars lui dit d'y aller. En allumant sa cigarette, le gars rond demande s'il est proche de Kamishiro Jindai. Daichi répond qu'ils sont dans la même cellule, donc ils se parlent de temps en temps. Yamashita explique que cet homme n'a pas seulement été arrêté pour meurtre, mais aussi pour un énorme délit financier. Il a été mis à l'écart à cause de dégâts financiers absurdes, et il semble qu'ils aient entendu parler d'une somme d'argent qu'il aurait cachée quelque part. Daichi comprend tout de suite de quoi il parle, des crypto-monnaies que le type a mentionnées. Et Yamashita dit que, pour être direct, tout ce qu'ils veulent, c'est que le garçon découvre où elles sont cachées. Daichi demande s'ils veulent qu'il soit un espion, et l'homme répond que ce n'est pas de l'espionnage. Il serait simplement quelqu'un qui coopère avec eux. Ce serait sans aucun doute d'une grande aide pour le ministère de la Justice, et il lui offrirait une récompense tout à fait appropriée. Ils ajoutent même qu'une libération anticipée pourrait être envisageable. À ce moment-là, il restait encore 10 ans avant la libération de Daichi, ce qui veut dire que 5 ans se sont déjà écoulés, mec. Et le pire dans tout ça, c'est qu'après tout ce temps, ce fichu Kamishiro Jindai reste toujours une énigme totale. Yamashita pose une main sur l'épaule de Daichi et lui dit qu'il voit bien que ce gamin est une bonne personne, qu'il ne devrait pas être dans un endroit pareil. Mec, il lui fait un sourire digne d'un monstre de l'attaque des titans, en disant que Daichi doit vivre intelligemment. Mais Daichi lui demande simplement si le détective croit en l'au-delà.
Le type rit et notre garçon fait remarquer que c'est Kamishiro qui a parlé de ça. Soudain, il se lève et dit « Une personne rationnelle comme Kamishiro ne dirait pas ce genre de choses juste pour encourager quelqu'un, et c'est pour ça qu'il ne trahira pas cet homme. » Yamashita se mord la lèvre et dit « Très bien alors, mais tu vas le regretter. » Daichi se contente de faire un signe d'au revoir, et sur ce, il est emmené. Je ne vais même pas en vouloir à notre garçon, franchement. Il s'est juré de ne plus jamais faire confiance aux autorités. Pour être honnête, vraiment, il vaut mieux se faire avoir par le vieux que par ce fichu gros type qui n'a jamais rien fait pour lui. Puis la scène se déplace vers quelqu'un qui verse un verre de vin. C'est Dagura, qui dit que ce vin de 1995 est merveilleux. Dans la pièce avec lui se trouve Jogasaki, qui lui demande s'il se souvient de Daichi Enomoto. Il répond que bien sûr qu'il se souvient de celui-là, cet idiot qui menait une belle vie, mais qui est maintenant derrière les barreaux. L'avocat dit qu'il a entendu dire que le gamin s'est rapproché de Kamishiro Jindai en prison. Aussitôt, Dagura a l'air surpris et demande s'il parle bien de ce Jindai-là. Jogasaki confirme et dit qu'il vaudrait bien mieux que Daichi Enomoto disparaisse tout simplement. Tout négligent, Dagura dit « Peu importe, ce gamin est enfermé en prison. Qu'est-ce qu'ils vont faire ?» Jogasaki acquiesce mais le prévient. Le gamin a été arrêté jeune avec une peine de 15 ans, donc il va bientôt sortir. C'est pour ça qu'il pense qu'il vaut mieux régler ça plus tôt que tard. Soudain, il appelle quelqu'un et dit qu'il a un service à demander. De retour en prison, Haruki parle à notre gars, tout joyeux. Il dit qu'il travaillait aussi dans un bar mais qu'il s'est fait virer. Haruki le saisit soudainement par les épaules et dit qu'ils sont tous les deux des gens gentils. Encore un original dans cette prison, franchement. Ce manque de femmes ici perturbe vraiment la tête des gars. Plus tard, Daichi s'en va et le vieil homme demande comment s'est passée la conversation. Notre gars dit qu'il avait l'air d'une bonne personne, mais qu'il était vraiment difficile de cerner sa personnalité. En plus de ça, il souriait avec la bouche, mais pas avec les yeux. Kamishiro lui dit de continuer à observer attentivement, surtout de faire confiance à son intuition. Puis il change de sujet et demande s'il se souvient du gars qui s'appelle Ryuji Bamba, celui qui a failli le tabasser à mort et qui était en isolement jusqu'à présent. Et le problème, c'est qu'il vient tout juste d'être libéré, et à voir son expression, on sent bien qu'il n'est pas du tout content du temps qu'il a passé là-bas. Le vieil homme dit à notre garçon que Ryuji Bamba a une petite sœur à laquelle il tient énormément. Apparemment, il y a quelques années, elle a vécu un terrible incident et elle est à l'hôpital depuis ce jour-là. Maintenant, Daichi comprend pourquoi ce type s'est autant énervé en apprenant son histoire. Et Kamishiro ajoute que, qu'il s'agisse de vérité ou de mensonge, il va devoir être beaucoup plus prudent. Un peu plus tard, dans la cellule de Bamba, tout le monde est terrifié, même s'il est simplement assis là, en train de lire calmement un petit magazine, jusqu'à ce que le gardien ouvre la porte et annonce que de nouveaux arrivants vont s'installer dans la cellule. Voici Kamishiro, qui salue Bamba d'un geste de la main. Ce dernier, dès qu'il le voit, dit qu'apparemment ce salaud fait toujours ce qu'il veut ici. Le vieil homme dit que ça n'a pas d'importance. Il n'est que le roi d'une prison, ce qui veut dire que sa liberté reste limitée. Bamba lui dit de cracher le morceau, et le vieil homme répond qu'il a une petite faveur à lui demander. Il dit qu'il veut lui parler d'une certaine personne qui travaille pour lui depuis un certain temps. Pendant ce temps, dehors, Haruki parle à notre garçon, lui tapotant le dos et lui disant de ne pas s'inquiéter, que ces 10 années passeront vite. Il sera bientôt dehors. Au milieu de la conversation, notre garçon se demande simplement pourquoi Kamishiro a dit que ce type serait important dans son plan d'évasion. Soudain, mec, Haruki dit qu'il a hâte de sortir pour commettre exactement le crime dont notre garçon a été accusé. Il dit qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser certaines substances pour transformer les gens en marionnettes. L'expression de Daichi, bien sûr, change immédiatement et il lui demande de quoi il parle. Mais Haruki lui dit d'arrêter de faire semblant. Il sait qu'ils sont pareils. Il a cherché la raison pour laquelle Daichi est enfermé et a découvert qu'ils étaient identiques tous les deux. Pendant que Haruki dit à Daichi qu'il doit apprendre à laisser moins de traces, quelqu'un d'énorme apparaît derrière lui. Daichi essaie de le prévenir, mec, mais le gars se fait déjà attraper en étranglement. Évidemment, c'est Bamba qui dit qu'il va le faire souffrir, tout comme ses femmes. Daichi lui dit d'attendre, mec, mais Bamba décide simplement de résumer la situation. Un craquement, un bruit sec résonne. Des petits coups ont été brisés. La nuit tombe et un médecin ouvre la porte de l'une des ailes. À l'intérieur, Kamishiro demande comment se passent les préparatifs. Le médecin répond que, malheureusement, le type nommé Haruki est gravement blessé. Ses signes vitaux sont faibles et son état est critique. Daichi dit que cet idiot de Bamba est allé attaquer ce type, et pire encore, Enomoto a essayé de s'en mêler et s'est fait tabasser aussi. Le médecin explique qu'avec le matériel dont ils disposent ici, l'opération a été très difficile, mais ils ont réussi. Il n'a aucune idée de la folie qu'ils ont accomplie, mais le médecin dit que Kamishiro est incroyable d'avoir réussi un truc pareil. Alors que Kamishiro félicite l'homme, un garde dans le coin écoute toute la conversation. Soudain, il ouvre la porte et entre dans la pièce. Sur le lit, les deux sont allongés, entièrement recouverts de bandages, et là, il injecte quelque chose dans la perfusion de notre garçon. À ce moment-là, le moniteur de l'hôpital se met à biper. Mais ensuite, la scène passe à Setomaru, l'ex-petit ami de Daichi, et regardez qui voilà, ce salaud de cadeau de goût. Il dit qu'il a acheté des billets pour le concert de la chanteuse qu'elle aime et lui demande si elle veut s'amuser.
Mais bon, ça fait 5 ans et elle est toujours triste, disant que malheureusement, elle n'a pas le cœur à ça. Mince, je ne pensais pas grand-chose de cette fille, mais il s'avère qu'elle tenait vraiment à notre gars. Ce loser de Cadot a fait tout ça et n'est quand même arrivé à rien. Il lui demande si elle attend toujours Daichi. Elle s'arrête un instant et se retourne, disant qu'elle est sûre que Daichi ne ferait jamais une chose pareille. Puis Cadot dit qu'il doit lui annoncer quelque chose de vraiment triste qu'il a entendu de la part d'un juge. Setomaru comprend tout de suite qu'il s'agit de Daichi, et à ce moment-là, le gars dit qu'apparemment il a eu des complications et est mort d'une crise cardiaque. À cet instant, Setomaru se fige, tombe à genoux et commence à pleurer. Cadot la prend dans ses bras et lui dit que ça va aller, que c'est dur et que Daichi était vraiment une bonne personne. À la bibliothèque, Tako frappe la table en disant que Daichi essayait juste d'arrêter une bagarre. Alors pourquoi est-il mort comme ça? Kamishiro dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il soit vraiment mort de cette façon. Sérieusement, est-ce qu'il est vraiment mort? L'un des gardiens dans la pièce dit que c'est triste que le garçon soit mort comme ça juste avant d'obtenir sa libération conditionnelle, surtout en considérant que c'est lui qui s'était fait tabasser par Bamba. Mais au final, c'est l'autre gars qui a perdu la vie. Le médecin dit que oui, d'une certaine manière, ça a du sens. Puis la scène coupe sur ce salaud de Dagura et ce fichu Jogasaki en train de célébrer. Ils étaient enfin débarrassés de l'existence d'Enomoto Daichi. Kamishiro était condamné à perpétuité, donc il n'avait même pas à s'inquiéter de lui. Tout ce qu'il pouvait être, c'était le roi de la prison, ce qui leur importait peu. Dagura félicite le plan parfait et dit que bientôt il va gagner beaucoup d'argent, donc il suffit de rester sur la bonne voie. Avec un sourire mauvais, Jogasaki lève les yeux et dit que, finalement, ils n'ont plus rien à craindre. Mais maintenant, quelqu'un quitte la prison avec des cheveux noirs. Il est plus qu'évident ce qui vient de se passer ici, et le gardien dit qu'il espère qu'il pourra se rétablir rapidement. Le garçon le remercie pour tout et la porte se referme. Il lève alors la main pour se protéger du soleil et dit qu'il est enfin dehors. Il se rend sur la tombe de sa mère, dépose des fleurs et s'excuse d'avoir mis si longtemps à venir lui rendre visite. Grâce à la marque derrière son oreille, nous savons très bien de qui il s'agit, et il s'excuse de se présenter avec un visage différent. Ensuite, à l'hôpital, on le voit demander s'il lui demande vraiment de mourir et ce que Kamishiro veut dire par une chose pareille, tout à coup. Le vieil homme dit que, comme il l'a déjà dit, le moment est venu pour lui d'abandonner sa vie en tant qu'Enomoto Daichi. Le médecin dit qu'ils vont lui transplanter toute la zone du visage et des cheveux, mec. En gros, il allait échanger sa place avec ce type. Évidemment, Daichi dit que c'est de la folie. Il n'y a aucun moyen qu'une opération pareille soit même possible. Kamishiro répond qu'il devrait profiter de cette opportunité. Ce type à côté de lui était une ordure, et il était hors de question qu'il laisse une chose pareille sortir d'ici. Depuis le tout début, il lui avait dit qu'il devait être prêt pour ce genre de choses. Dans la salle d'opération, notre gars a décidé d'abandonner sa vie d'Enomoto Daichi, et mon pote, c'était vraiment comme un masque de Halloween, tu vois? Ils ont tout arraché et échangé un visage contre l'autre, mec. Ce jour-là, il est sorti de cette salle sous le nom de Takahashi Haruki. Le malin avait maintenant ce visage séduisant et dit « Ne t'inquiète pas, maman, parce qu'ici et maintenant, sa revanche contre ces types ne faisait que commencer. » Quelque temps plus tard, il se retrouve dans un karaoké de l'immeuble, en train de prendre un bain vraiment relaxant. Il était en train de prendre un bain vraiment relaxant. On dirait que quelques jours sont passés, non, pour que les cicatrices de l'opération commencent à s'estomper. Maintenant, il doit commencer à se mettre dans la tête, n'est-ce pas, qu'il n'est plus Enemoto Daichi, mais Haruki. À ce moment-là, quand il s'est réveillé à l'hôpital, il avait l'air effrayé, demandant « N'est-ce pas? Où est Haruki ?» Et le médecin a immédiatement dit qu'il était mort. Apparemment, il a eu une crise cardiaque. Mais c'est étrange, parce que l'opération s'est déroulée à 100% sans problème. Son état était complètement stable, et il était encore sous sédatif. Kamishiro dit déjà qu'évidemment, il a été tué. Daichi demande pourquoi quelqu'un viendrait tuer le gars à l'intérieur de la prison. Parce que, évidemment, Kamishiro dit que celui qui était censé mourir, ce n'était clairement pas lui. Et oui, celui qui est mort aujourd'hui, c'était Enemoto. C'est à ce moment-là que notre gars comprend. Le type est mort parce qu'il venait juste d'échanger son visage avec lui. Pour une raison ou une autre, il s'en veut un peu, tu vois, parce qu'indirectement, c'est à cause de lui que le gars est mort. Mais vu le type qui est mort, franchement, il méritait bien pire que ça. Il est mort paisiblement, encore endormi avec une seringue. Ah, quelle vie facile. Heureusement qu'il s'est fait tabasser avant. Le médecin explique qu'il n'avait aucune idée qu'une chose pareille arriverait. Et Kamishiro répond que c'est le karma pour ce qu'il a fait quand il était dehors, avant la prison. C'est sûr, il va bien s'amuser en enfer. Le gars, au moins, est reconnaissant, puisqu'il se demandait comment calmer Kamishiro quand il se réveillerait avec un autre visage. Purée, ça doit être dur. Tu te fais tabasser, puis tu te réveilles avec un autre visage. C'est comme un chai glacé, sauf que non, tu vois? Tu t'es juste fait avoir et tu te retrouves avec le visage d'un gars qui s'est fait avoir. Le protagoniste, cependant, se demande ce qui va se passer maintenant. Ce à quoi le gars répond que c'est évident, non? Maintenant, il va être libéré à la place de ce gars et commencer sa vengeance. Enfin, le moment est venu de mettre en œuvre le plan qu'il prépare depuis 2 ans. Un peu plus tard, il est allé dans la chambre de Haruki, a pris le téléphone et tout ce qu'il avait. Mec, le gars avait plein de cartes noires, de l'argent, un téléphone, tout. En regardant son reflet dans le téléphone, il se souvient qu'Haruki disait que rendre les filles accros à la drogue et tout le reste, c'était vraiment bien.
Et avec ça, il s'allonge en se disant que ça n'a pas d'importance. Lui aussi ira en enfer quand il mourra. Pour l'instant, ce salaud peut l'attendre là-bas. Mais ici sur Terre, maintenant, c'est lui qui va profiter de ce visage, mec. Un peu plus tard, dans un grand hôtel à Tokyo, il est complètement stylé avec une montre au poignet. On dirait qu'il avait convenu avec Kamishiro de se retrouver à cet endroit pour rencontrer quelqu'un. En une seconde, un type s'assoit déjà sur la chaise en demandant s'il est l'apprenti du président. Daichi répond oui et donne le mot de passe secret, qui est « Attends, réfléchis et garde espoir ». Le gars baisse alors ses lunettes de soleil, sourit et dit qu'il s'appelle Sato. Daichi demande quel est leur lien, et il répond que ce type l'a sauvé d'innombrables fois. Il avait d'innombrables ennemis, mais il a aussi réussi à se faire d'innombrables alliés. Ensuite, il remet déjà à notre garçon les passeports de l'enfant remplis de documents. Le mec a même changé son nom en Kurisu Fueoto. Je pensais qu'il allait, prendre le nom de cet autre gars complètement fou, peu importe. Sato se lève alors et lui dit de tout donner, et notre garçon le remercie. Dans le sac, le gars avait aussi laissé un nouveau téléphone et 2 liasses de billets, mec. Il se souvient que Kamishiro lui avait dit de commencer à convertir les crypto-monnaies en argent, petit à petit. Évidemment, Daichi voulait toujours savoir pourquoi Kamishiro allait aussi loin pour lui, pourquoi il lui donnait de l'argent, tout ce soutien et ce qu'il attendait de lui. Kamishiro répond que ce qu'il veut va bien au-delà de la vengeance du gamin. Et en regardant l'argent, Daichi ne peut que le remercier pour tout. Mec, vraiment, hein? J'ai douté du vieil homme. Peut-être qu'il y aura encore un rebondissement, je ne sais pas, mais le gars a vraiment assuré pour notre garçon. Il arrive à l'aéroport, passe sans problème avec les nouveaux papiers. On part déjà. Je ne sais pas où. Ah, maintenant je sais, mec. Il est déjà dans l'avion, en train de penser aux 3 cibles de sa vengeance. Évidemment, il doit d'abord enquêter sur leur localisation, les ressources dont ils disposent et leurs connexions. Il va aller jusqu'au bout pour comprendre entièrement la mort de Sayaka et pourquoi on l'a accusé à sa place. Et bien sûr, il va s'assurer qu'ils affrontent un désespoir bien plus grand que celui qu'il a vécu. C'est juste que ce type-là est extrêmement puissant et influent dans la ville. Pour l'instant, il a besoin d'argent et aussi d'aide. C'est pour ça qu'il part à l'étranger pour récupérer l'argent que Kamishiro lui a légué, 50 milliards en crypto-monnaie. Mec, 3 ans plus tard, et nous voilà à Tokyo. L'argent du monde entier afflue dans cette ville, favorisant le développement, mais surtout les bars et les casinos. Évidemment, à cause de ça, la vie nocturne de Tokyo est déchaînée, pas vrai, mec? Mais en même temps, cela crée une étrange disparité sociale. Et là, mec, dans l'avion, l'hôtesse de l'air débarque toute rondelette pour saluer notre gars en disant qu'ils sont presque arrivés. Et il la remercie simplement. Regarde-moi ce filou, mec. Il s'est mis une boucle d'oreille et a maintenant un air plus mature, mec. En regardant par les hublots, il dit qu'il n'arrive pas à croire qu'il soit de retour ici après tout ce temps. Dans une région appelée Marunouchi, les vieux messieurs souriaient tous, disant que c'est incroyable de rencontrer quelqu'un comme lui. Apparemment, notre gars, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il est connu dans le coin. Il est un peu timide, disant que c'est un plaisir de les rencontrer aussi. Évidemment, il se fait maintenant appeler Kurisu. Étrangement, les vieux ne croyaient pas que le gamin était si jeune. C'est drôle parce que je trouve qu'il a l'air vieux. Le trône était en quelque sorte déjà né là-bas, et les vieux disent que grâce à Kazinowara, de plus en plus de riches viennent au Japon. La bourse n'arrête pas d'exploser. Le type qui montre la tablette au protagoniste, on aurait dit qu'il n'avait pas vraiment envie d'être là. Mais apparemment, certains investisseurs américains ont tellement recommandé le gamin qu'il a accepté de le rencontrer. Ah, et bien sûr, les 2 types étaient déjà en train de comploter pour lui faire déposer au moins 200 millions. Mais il renverse la situation. Les mecs pensent qu'il va proposer 200 millions. Il annonce déjà qu'il va commencer par déposer 2 milliards. Aussitôt, les gars se lèvent pour le remercier, disant qu'ils ne s'attendaient pas à quelque chose d'aussi incroyable. Kurisu leur dit de rester calme. Et là, je suis un peu perdu. Il l'appelle Daichi Enemoto, l'appelle Kurisu, et maintenant, je ne sais même plus. Je pense que je vais continuer à l'appeler Kurisu, parce qu'il va falloir un moment avant que les gens comprennent qu'il s'appelle Daichi, et tout le monde va continuer à l'appeler Kurisu, et ça va me perturber à chaque fois. Mais vous savez que c'est lui, pas de secret. Un peu après la petite réunion, le voilà qui part pendant que les gars le remercient. Ce vieux type veut clairement se rapprocher du garçon. Il veut savoir s'il est libre ce soir. Il avait réservé dans un restaurant étoilé Michelin et voulait qu'il vienne. Mais notre gars a mis des lunettes de soleil stylées et a dit que ce ne serait pas pour ce soir. Il a déjà des plans pour la soirée. C'est quoi ça, sérieux? J'ai vu de la lingerie par terre et j'ai cru qu'il s'y remettait déjà au Japon. Mais non. C'est ce salaud de Kadoko, mec. Ce salaud est toujours en vie. Il est 11 heures du matin, il éteint le réveil et donne un coup de pied à la fille, lui demandant combien de temps elle compte encore dormir. Franchement, faut être folle pour sortir avec un type pareil, non mec? Elle est perdue, elle veut savoir ce qu'il croit faire et lui dit juste de dégager une bonne fois pour toutes. Et apparemment, maintenant il possède un bar ou quelque chose comme ça. La fille s'est déjà rhabillée et a claqué la porte en disant que c'est vraiment le pire. Mais Kado ne sait même pas vraiment qui elle est. Puis, en regardant la vue sur la ville, il se dit que ça devait être une fille au hasard avec qui il a couché la nuit dernière. Le gars au chapeau continue de mener la belle vie. Regardez cet homme. Il a couché avec elle sans même savoir qui elle était, puis il a sauté dans la BMW et est parti.
Il vit dans un manoir, conduit une voiture de luxe et dit que maintenant il va aller gagner encore plus d'argent. Ensuite, il se retrouve dans un endroit appelé l'Emperor's Lobby et maintenant on dirait qu'il possède cet endroit. Tout le monde fête son arrivée, disant que le patron est là. Puis un des gars arrive un peu maladroitement, disant qu'ils ont un client VIP aujourd'hui. Cadot est tout de suite surpris, mec. Le gars qui arrivait avait commandé plein de vin et champagne extrêmement cher. Ce pigeon ne pouvait pas cacher son sourire. Il sentait déjà l'argent arriver. Qui peut bien être le gros bonnet dans la salle VIP, les gars? Il est entouré des pires des pires. Le blondinet débarque tout gêné, s'excusant d'interrompre son moment privé. Il s'appelait Cadot. C'était le propriétaire de l'endroit et il venait saluer le garçon. Notre gars se lève et mec, d'un coup, on dirait qu'il sort tout droit de JoJo's Bizarre Adventure. C'est quoi cette mâchoire? Sérieux? Il se présente comme Kurisu et dit que c'est un plaisir de le rencontrer pour la première fois. Étrange. Ce filou adore balancer des indices, hein? Mais avant ça, on ne retournerait pas un peu dans le temps? Pourquoi revenir en arrière, mec? Mais bon, d'accord? Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? On remonte le temps. Un gars était entré dans la pièce, mec, s'agenouillant et demandant quel genre de fille il préférait. Il répond qu'il a un intérêt particulier, et le gars dit qu'il a compris, donc il allait ramener les meilleurs. En regardant autour de lui, Kurisu se demandait juste si c'était maintenant le château de ce gars. Peu de temps après, le gars s'excuse et arrive avec le premier méchant. Celle-là passerait un crash test, les gars. Elle arrive toute rembourrée et se présente comme Mizuki. Elle se sent bien dans sa peau, et le type qui ne fait que marcher à genoux revient encore, voulant savoir ce qu'il veut boire. Le gars curieux ouvre le menu, referme le menu et dit qu'il veut tout. Scène suivante, le champagne débouche, et le voilà avec les méchants. Les filles disent toutes que c'est la première fois qu'elles boivent quelque chose d'aussi cher. Pendant ce temps, le serveur dit que ce salaud a claqué 1 million de yens comme ça. Ça n'a aucun sens. Mizuki veut déjà savoir, n'est-ce pas, comment il peut être aussi riche et impressionnant en étant si jeune. L'une d'elles lui serre le bras, disant qu'il est aussi jeune que le propriétaire de cet endroit. Le protagoniste demande juste si l'endroit est bien, et elle répond que ça va. Contrairement aux autres groupes du quartier, il n'avait même pas d'objectif de vente. En plus de ça, il pouvait choisir n'importe quel vêtement à porter. Pendant qu'ils discutèrent de tout et de rien, il a regardé sa montre et il a compris. Il étale son argent et il ne va pas tarder à se montrer. Et justement, au moment où il pensait ça, regardez qui apparaît à la porte. À cet instant, il a regardé de nouveau les filles en se disant qu'il devait rester calme. Aucune émotion ne devait transparaître. C'est là que ce salaud de Cadot est apparu à ses côtés et s'est excusé de les interrompre. Il s'est présenté comme le parrain et a donné son petit nom. Daichi s'est levé en disant que c'était un plaisir de le rencontrer et s'est présenté sous le nom de Kurisu. Un moment passe et la fille en robe rouge demande à Cadot d'arrêter de parler de ce sujet. Il est là, debout, en train de raconter l'histoire du jour où elle a vomi pendant que tout le monde rit. Le protagoniste, lui, est simplement soulagé de constater que le type n'a rien remarqué. Cadot s'excuse alors, disant qu'il va sortir. Les gars se disent au revoir et disent qu'ils se reverront bientôt. Dès que cela arriverait, il paierait le prix de tout ce que notre garçon avait enduré. Évidemment, au moment où il a pensé cela, son expression a changé, et il semble que la fille principale, Mizuki, ait remarqué quelque chose. Le lendemain matin, il y a une fille et un garçon, je ne sais pas qui c'est, mais ils sont devant plein d'écrans en train de commenter un changement de prix étrange et disent que quelqu'un manipule le marché. Ah, maintenant je viens de réaliser qui c'est. C'est ce gamin qu'il a rencontré en prison, celui qui est doué avec les actions, non? C'est pour ça qu'il regarde les actions. Et son surnom dehors semble être Poulpe. Notre garçon rigole en disant qu'il a toujours la même chose sur la tête que le jour où ils sont sortis. Dans un flashback, on voit que à peine il a mis un pied hors de la prison, notre garçon était déjà là pour l'accueillir. Il était un peu perdu, voulant savoir s'il était vraiment Daichi, qui a simplement répondu que Takao devrait l'aider pour une certaine vengeance. Pour ce qu'il avait à faire, ses compétences étaient cruciales. L'ami dit qu'à l'époque, il était confus et effrayé. Mais à ce moment-là, Daichi pose une carte sur la table et dit qu'il doit aller droit au but. Il y a une certaine entreprise sur laquelle il doit enquêter. Évidemment, tu pouvais déjà la voir sur la carte, pas vrai, mec? Cadeau de goût. Il voulait une enquête sur ces types-là et sur le club appelé Emperor qu'il dirigeait. Takao demande pour quand et il répond au maximum 1 semaine. Aussitôt, le gamin tend la main, attrape tous les takoyaki, ou peu importe comment ça s'appelle, les fourre dans sa bouche et dit que 3 jours suffiront. Notre gars le remercie, puis Takao lui demande pourquoi il veut en savoir plus sur une entreprise qui n'est même pas cotée en bourse. Le protagoniste répond qu'il pense que cette entreprise a commis divers crimes et qu'il est temps de les exposer à la lumière du jour. Notre gars se dit que ce château pourri que ce type a construit en ruinant la vie des gens sera détruit. Scène suivante, un couple sort d'un love hotel et la femme dit que l'endroit était incroyable. Quand soudain, un type surgit et prend une photo et elle demande qui est ce fou. Le bizarre se présente comme Oda Kazuki, un détective privé. Attendez, laissez-moi vérifier ma liste ici. Oh mince, c'est lui les gars. Le Didi de la prison, pas vrai mon pote? On dirait que maintenant, il est aussi avec notre gars. Au moins, on dit que c'est un bon détective. Scène suivante, le cinglé est dans un café avec eux deux, disant que c'est drôle qu'elle sorte avec un lycéen et qu'elle s'évanouisse encore. Son mari pleurerait s'il apprenait un truc pareil. Mince, la situation est pire que ce que je pensais.
La femme demande s'il est vraiment détective privé et le supplie de ne rien dire à son mari, promettant de le payer d'une façon incroyable. Mon Dieu, ça c'est imparable. Même les détectives en bavent à cause d'elle, même si bien sûr Kazuki n'aime pas ça et il lui demande juste d'arrêter avec les insultes. Franchement, les deux pauvres types-là étaient en sueur froide, mec. Et il lui dit de simplement rentrer chez elle, parce qu'il va devoir avoir une sérieuse discussion avec le mari. Mais dès qu'elle part, ouais mec, Didi s'en prend au garçon, lui disant direct que s'embarquer avec une femme mariée pourrait lui attirer des ennuis. Il devrait essayer de trouver le véritable amour avec lui. Mais le garçon s'enfuit simplement en disant qu'il ne veut plus travailler avec ça. Pendant ce temps, Didi dit qu'il est impossible de trouver quelqu'un et de tomber amoureux. Il y a 2 ans, il est sorti de prison, et évidemment, après les scandales, il n'y avait aucun moyen de redevenir détective. C'est pour ça qu'il a commencé à travailler comme détective privé, en utilisant les contacts qu'il avait du passé. Comme il a un casier judiciaire, il n'a pas de licence de détective, donc il travaille un peu illégalement. Je ne le savais même pas, tu vois. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. À quelle fac on va pour devenir détective, d'ailleurs? C'est la police. J'imagine que oui, non? Qu'est-ce que je raconte, franchement? Évidemment, de temps en temps, il a dû accepter des boulots risqués et se retrouver dans des bagarres, mec. Il se jette constamment dans le danger pour essayer de combler ce vide dans son cœur. Il regarde une affiche sur les garçons travailleurs et honnêtes, mais il n'a pas l'air très emballé. Soudain, il pousse un cri et lève les yeux au ciel, voulant savoir pourquoi le prince est mort. Évidemment, n'est-ce pas, mon frère? En pensant à notre Daichi, qui était prêt à attendre notre gars pendant 15 ans, jusqu'à sa sortie de prison. Puis il se rend compte qu'il a faim, entre dans le restaurant d'en face, commande un ramen et s'assoit. Mais comme un coup du destin, pas vrai, mec? Regarde qui est juste à côté de lui en train de manger des ramen. Est-ce qu'il vient de « le cœur ne tient pas le coup, hein, frérot ?» Le cinglé n'arrêtait pas de penser à la longueur de ses cils, à ses yeux tristes et à ses lèvres brillantes. Le fou dit que c'est ce genre de beauté intense qu'il admire le plus. Mais soudain, il se met à secouer la tête en disant qu'il ne peut pas penser comme ça. Son prince est au paradis. Mon Dieu, mec, ce type n'a vraiment pas toute sa tête. Notre gars remercie et se lève. Et tout de suite, ouais frérot, Kazuki engloutit tout et commence à chercher le garçon du regard. Son cœur battait la chamade et il se demande si c'est ça, l'amour, après 5 ans. De retour à la base de notre gars, Tako mène la belle vie d'investisseur, pas vrai mec? Plein d'écrans pour surveiller les graphiques tout en jouant en même temps. Merde, ça doit être génial, enfoiré. Il sait comment se faire de l'argent, ce salaud. C'est à ce moment-là que notre gars entre, demande des nouvelles de l'enquête et Tako lui dit de venir jeter un œil. Il ouvre plein de graphiques en tour, des oignons verts, des petites pizzas. Regarde-moi tout ça, mon gars. En parcourant tout ça, notre gars trouve rapidement le nom qu'il cherchait. Takeru Mitsuru, ce vieux du début, celui qui possède tout dans le coin. Et puis Tako dit que ce type, Kadode, a peut-être son nom sur la carte comme propriétaire, mais il ne détient presque aucune part dans l'endroit. Kurisu dit « Bien sûr, c'est évident. Il y a des gens dans l'ombre qui tirent les ficelles. Mais maintenant, il est temps pour lui de commencer à payer le prix pour s'être mêlé de tout ça. » Tako a déjà compris et demande si c'est ces types-là qui ont piégé Daichi Enomoto. Les gars le confirment, et l'ami dit que ces salauds ne peuvent pas être pardonnés. Puis il donne une tape à son pote et dit qu'ils ont d'abord besoin de nouveaux alliés. La mission de Tako pour l'instant, c'est simplement de s'occuper de l'argent de Kamishiro et de le faire fructifier. Le garçon répond qu'il ne devrait pas s'inquiéter, que c'est facile de faire de l'argent quand on en a déjà. Ensuite, notre garçon dit qu'ils auront aussi besoin d'un informateur issu du milieu. Ces types ont forcément commis d'autres crimes en plus de son propre cas. Et la clé réside évidemment dans ces drogues qu'ils utilisent et produisent. Le protagoniste se souvient que c'était cette substance synthétique appelée Ice, la même retrouvée dans le corps de la fille morte il y a 5 ans, et aussi dans la boisson énergisante que ce salaud de Kadode lui a donnée. C'est pour ça que le procès a été terrible pour lui, et ce dont il a besoin maintenant, c'est de quelqu'un non seulement pour enquêter sur les drogues, mais aussi sur la façon dont tout fonctionne dans le milieu. Mec, tu sais déjà qui va débarquer, pas vrai? Tako dit qu'il s'y connaît en investissement, hein, ma belle? Donc, ce n'est pas vraiment son domaine. Notre gars s'éloigne en disant qu'il peut continuer à se concentrer sur l'enquête des entreprises. Lui, par contre, va se balader en ville pour mettre de l'ordre dans ses idées. Mec, c'est pas possible. Il est dans un sauna à Tokyo et regarde qui est là. Maintenant, rends-toi compte, c'est évident, mais notre gars ne peut pas aller après Saitomaru, sa copine d'il y a longtemps, au tout début. Et bien sûr, juste au moment où ce salaud de Didi s'apprête à quitter le sauna qui se tient juste à côté de lui. Notre gars, mec. Il devient tout de suite tout rouge en disant que c'est une coïncidence incroyable de croiser le même ange 2 fois. Notre gars regarde le type bizarre qui se couvre, tout timide, en disant qu'il doit parler à ce prince de façon naturelle. À ce moment-là, un vieil homme se lève pour partir, mais finit par trébucher, et en tombant, il arrache la serviette. Mec, Didi. Évidemment, si je me souviens bien, Didi a vu notre fille. Je crois qu'il l'a vue, non? Ouais, il va forcément la reconnaître. Ouais, évidemment. Pendant que notre gars aidait le vieil homme, le cinglé est là, en train de pleurer, tout ému, en disant qu'il a trouvé le prince. Mais je savais que ça n'avait aucun sens. Il était censé être mort en prison. Mec, il a été tellement secoué qu'il s'est effondré sur le sol rouge. Un des gars est même entré pour demander s'il allait bien ou s'il était mort. Un peu plus tard, de retour au bar Emperor,
Le serveur lui demande ce qu'il veut, et notre gars lui dit d'amener Mizuki. Je pensais que le type allait commander un verre ou quelque chose comme ça, mais non, il a demandé une femme. Ah, on dirait que notre gars a remarqué que c'était Oga assis là dans le coin, et il n'aurait jamais imaginé voir ce type dans un endroit pareil. Il sait qu'il ne peut pas retourner à la police à cause de ses crimes. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? Peut-être qu'il devrait enquêter là-dessus. À ce moment-là, la fille qui a survécu au crash test arrive toute douce, parlant d'une voix mignonne, disant que Ryoto lui a manqué. Daichi décide de remettre le sujet d'Oga à plus tard, car il va maintenant devoir parler à cette fille cinglée et enquêter davantage sur ce que Kadod a fait. Mizuki affiche un grand sourire, disant qu'elle est heureuse de le revoir ici. Mais évidemment, le plan de Kurisu est de se faire une amie, parce qu'il a besoin d'une informatrice dans cet endroit. Le problème, c'est que, la fille lui a lancé un regard bizarre. Va-t-elle vraiment devenir une alliée? Je ne sais pas, mec. Mais il prend cet air sérieux en disant qu'il lui faut une fille qui lui obéira absolument et deviendra son espionne. Un peu plus tard, les autres filles disent qu'il agit bizarrement aujourd'hui et qu'il ne boit même rien. Il répond qu'il a déjà fait une grosse erreur avec l'alcool, alors il préfère faire comme ça. Les filles rient en disant que tout le monde passe par là. Elles disent même qu'elles aimeraient le voir ivre. Kadod est là aussi, en train de rire, mais au fond de lui, il se demande qui est ce type bizarre. Il ne ressemblait pas aux gangsters habituels qui traînent ici, ceux qui arnaquent et volent les gens pour se faire de l'argent. Peut-être que c'était un gamin qui s'était récemment enrichi en bourse ou quelque chose comme ça. Soudain, Kurisu se lève, dit qu'il va aux toilettes, et Kadod dit qu'il va lui montrer le chemin. Mais en réalité, il ne lui a pas montré. C'est un autre gars qui l'a emmené. Et en chemin, il est tombé sur un de ces vieux types avec qui il avait investi 2 milliards, qui était évidemment déjà super excité, disant que c'était un hasard du destin qu'ils se rencontrent. Il remercie le garçon pour l'autre jour, et Kadod observe simplement la scène sur le côté. Kadod surveille la situation du coin de l'œil et demande au garçon qui est ce client bizarre. Il répond qu'il semble être un cadre d'une entreprise étrangère qui a embauché un Japonais. Apparemment, il a travaillé à l'étranger pendant longtemps et vient tout juste de rentrer au Japon. Kadod, voyant le vieil homme se pencher vers notre garçon, s'est évidemment enthousiasmé. Un cadre étranger devant lequel même les vieux s'inclinent? C'était exactement ce dont il avait besoin, un homme vraiment et authentiquement riche. Dans ce manuel, l'argent n'achète pas les femmes, mon pote. Il achète les hommes. Mais dès que Mizuki quitte la pièce, Kadod lui attrape le bras et lui donne clairement l'ordre de faire tout ce qu'il faut pour séduire ce type, Kurisu. Elle est un peu perdue, mais il la fixe du regard et lui demande si elle comprend ce qu'il veut dire. Elle joue la grande scène alors qu'il s'approche et lui dit qu'elle doit comprendre que ce type a de l'argent au-delà de tout ce qu'elle peut imaginer. En plus, il semble qu'il l'ait plutôt apprécié, alors elle ferait bien d'en profiter. Au final, elle en tirera aussi des avantages. Un peu plus tard, ils discutent à l'une des tables du bar, et Mizuki dit qu'il paraît que Kadu sort avec l'une des filles du club. Kurisu demande si ce n'est pas interdit, non? Genre, que des gens sortent avec ceux qui travaillent ici. Elle répond que ce n'est évidemment pas autorisé. Le type est le patron, donc personne ne dira rien. Puis elle ajoute qu'elle ne sait pas vraiment de quelle fille il s'agit. Ce serait une information importante à découvrir pour Kurisu, parce que évidemment, la fille qui est avec lui doit savoir certaines choses. Mais soudain, Mizuki demande pourquoi il continue à venir dans ce club. Il est pris au dépourvu, mais esquisse rapidement un petit sourire et veut savoir ce qu'elle entend par là. Elle répond qu'elle pose évidemment la question parce qu'il ne semble pas intéressé par les filles ici, et c'est pour ça qu'elle est curieuse. Ce fou de Kurisu pense qu'il a agi de façon à cacher ses intentions, mais elle est perspicace. Frérot, tu vas en boîte, tu commandes 300 champagnes, tu dépenses 1 milliard de won et tu ne ramènes même pas une seule fille chez toi. Rien de suspect. Il ne répond toujours pas et Mizuki lui demande pourquoi il l'a invité à dîner comme ça. Elle est sûre qu'il a été invité par les autres filles. Il répond maladroitement qu'elle lui semblait être la personne la plus facile à qui parler. Elle paraissait un peu plus polie et calme. C'était apaisant d'avoir une petite conversation avec elle. Oh, est-ce qu'elle est en train de tomber amoureuse? Ah, notre gars utilise ces techniques de persuasion qu'il a apprises en prison, frérot. Vous n'êtes pas prêt pour le gamin. Puis il révèle qu'il s'intéresse aussi à la gestion du club, en tant que potentielle opportunité d'investissement. Ah, donc il l'a dit, non? Et maintenant, elle fait la moue, disant qu'elle comprend pourquoi il n'a pas vraiment été intéressé par les filles. Mais lui non plus, il n'a pas toute sa tête. Sans prévenir, il lui attrape le bras et regarde son poignet pour voir s'il y a une marque d'aiguille, afin de vérifier si cette fille a été droguée. Vu ce que Kadu lui a fait, c'est vraiment le minimum à vérifier. Mais il ne voit aucune marque, alors il lui tient le visage et l'approche pour examiner ses cernes et aussi vérifier s'il y a quelque chose d'étrange dans ses pupilles. On dirait que le garçon a aussi besoin d'une greffe des yeux, non? Il ne voit rien du tout. Il a dû approcher la fille à 1 centimètre. Ou alors il jouait sur 2 tableaux, faisant semblant de chercher des infos tout en la draguant. Et elle devient toute gênée et timide pendant qu'il reste là, sous les projecteurs, et qu'elle le fixe. Évidemment, elle dit qu'il est beaucoup trop beau. Ce chirurgien de prison, c'était vraiment une légende, non frérot? Il a échangé la tête du gamin et l'a rendue presque parfaite. Dans la vraie vie, les filles se font 2 petites retouches et finissent avec des lèvres qui ressemblent à des saucisses. Elle dit qu'il doit en avoir marre d'entendre qu'il est beau et il répond que pas tant que ça.
Ce n'est pas quelque chose dont il était fier non plus, puisqu'il n'a rien fait pour l'obtenir. Il joue juste sur 2 tableaux ici, ce salaud. Est-ce qu'il parle à elle ou à nous, les lecteurs, le matin? Mec, concentre-toi sur la fille. Sérieux. Après avoir bien observé le garçon, elle s'est penchée vers lui et il lui a demandé si elle était ivre. Soudain, elle lui attrape la main et dit qu'elle ne va même pas lui demander d'être son petit ami. Elle veut juste passer la partie de la journée qu'on appelle la nuit dans un espace clos avec 4 murs et un lit au milieu. Alors peut-être qu'il devrait en sortir et chercher une petite chambre. Mon Dieu, l'artiste est trop fort. C'est quoi ça, mec? Il est bien trop tôt dans la journée pour que je vois des trucs pareils. Je viens juste de me réveiller, les gars. Arrête un peu, fille. Le curieux salaud se met au lit, évidemment en pensant à l'enquête qu'il doit mener, quand la méchante débarque, s'excusant de l'avoir fait attendre. Quand il lui demande si elle est nerveuse, elle attrape soudain quelque chose qui tombe sur le lit et dit que c'est sa première fois, alors il devrait être doux. Là, tu pars complètement en vrille, hein, fille? Il est bête, mais pas au point de croire un truc pareil. Mais cette foutue fille commence à se rouler dans les draps et, franchement, tout ce à quoi il pense, c'est qu'il est temps de trouver un nouvel espion. Merde, je pensais que le prochain chapitre allait commencer avec le résultat de la nuit, mais non. Le voilà, juste en train de fixer, se demandant si c'est vraiment la bonne stratégie pour la rendre dépendante de lui. Il pourrait lui demander d'enquêter sur Kadu ou sur tout le palais de l'empereur. Mizuki est là, bouleversée, quand il lui demande si ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Si c'est le cas, elle n'a qu'à dire combien. Elle se lève, toute tremblante, en demandant de quoi il parle, mais Kurisu s'éloigne, voulant savoir si tout ce qu'elle voulait, c'était de l'argent. Elle voulait 50 000, 100 000 ou plus. Mec, son expression a changé, la pauvre. On dirait qu'elle aimait vraiment notre gars, ou alors c'est une sacrée bonne actrice. Elle se dit alors d'arrêter d'être aussi naïve, qu'elle en a assez de la façon dont elle agit. La pauvre reste là, incrédule et tremblante, en disant qu'elle ne faisait pas ça pour de l'argent. Soudain, elle éclate en sanglots et crie de désespoir, lui demandant d'arrêter de l'insulter comme ça. Kurisu baisse simplement la tête et s'excuse. Sur ce, il dit qu'il va laisser l'endroit payer, mais qu'il s'en va. Ah là là, les histoires japonaises sont toujours comme ça, hein? Il fallait que ce soit une histoire basée sur un japonais. Il pense toujours que c'est super classe que le gars ne fasse jamais rien. C'est du genre, je suis trop stylé pour avoir des femmes. Si ça avait été un de ces Chinois déjantés, il aurait déjà saccagé tout le bar dans une scène bien plus cool. Mais là, il est juste en train de lui donner un avertissement pour qu'elle quitte cet endroit. Je lui pardonne seulement parce que, dans la voiture, il se dit qu'il a déjà compris qu'elle n'est pas faite pour être espionne. Elle est trop gentille et il vaut mieux ne pas l'impliquer dans tout ça. Quel ange gardien, ce salaud! Le lendemain, le voilà, mec, devant l'école qu'il fréquentait autrefois. Toutes les filles qui passent sont impressionnées, disant que c'est un mec incroyablement beau qui se tient là, sorti de nulle part. Il observe les élèves, les écoute parler des examens et de tout le reste, et il se souvient que c'était la période où il était le plus heureux dans sa vie, quand sa seule obligation était d'aller à l'école, qu'il avait des amis à qui parler et que sa mère était encore en vie. Franchement, la vie de ce gamin est vraiment cruelle, non les gars? Son moment le plus heureux et sa mère était déjà à l'hôpital. Quelle tristesse, vraiment. Je te pardonne, gamin. T'es cool même si tu ne dragues pas toutes les filles en boîte. Et bien sûr, il n'oublie pas qu'il a tout perdu ce jour-là. Il frappe le mur en demandant pourquoi ce salaud lui a fait un truc pareil. Un peu plus tard, Tako est là, regardant dehors depuis un immeuble chic, en disant que la vue est magnifique. Kurisu n'est pas très emballé et veut savoir quelle est la prochaine étape. Kurisu dit qu'il y a 3 personnes sur qui il doit évidemment se venger. Ce salaud de Kadougou, ce riche enfoiré qui allait au bar, et enfin, cet avocat pourri qui a ruiné sa peine. Il est certain que l'un de ces 3-là a été impliqué dans la mort de Sayaka, mais les 2 autres ont joué un rôle dans son emprisonnement. Le problème, c'est qu'il doit être prudent, car dès qu'il tuera le premier, les autres commenceront à enquêter sur lui. C'est pourquoi il doit connaître les 3 et tout préparer avant de passer à l'action. Tako, cependant, dit « D'accord, il n'a rencontré que Kadu, alors comment va-t-il entrer en contact avec les 2 autres ?» Kurisu répond que ce ne sera pas difficile, parce que ces types organisent d'énormes fêtes, et il paraît que toute personne ayant beaucoup d'argent ou d'influence en ville y est toujours invitée, ou quelque chose comme ça. Comme Kadu le surveille, l'invitation ne tardera pas à arriver. Il a même remarqué Kadu l'observer du coin de l'œil, donc il sait que ce n'est qu'une question de temps. Même son ami fait remarquer que le gamin prend vraiment son temps pour se venger, non? Luke Kurisu répond qu'il n'y a aucune raison de se presser. Il veut que ces types souffrent pendant longtemps. Les tuer comme ça, ce ne serait pas amusant. Le soir, à l'hôtel, il demande des nouvelles de Mizuki et le gars lui répond que malheureusement, elle ne vient plus ces derniers temps. Évidemment, il n'avait pas à s'inquiéter de la compagnie. Il y avait plein de jolies filles dans l'établissement. Kurisu le remercie, puis il lui demande d'en amener une autre et reste là à penser que, oui, elle est vraiment partie après qu'il le lui ait dit. Il se demande si c'était vraiment son intention, mais au final, c'était sans doute mieux pour elle. Il devait trouver une femme avec plus de désir, quelqu'un de plus facile à manipuler. Eh bien, mec, ici, il n'y a que de la grosse concurrence. Attends, mais maintenant que je regarde, le visage de notre gars a changé. C'est son ex-petit ami qui travaille là-bas. Merde, les gars, c'est fini. Ce salaud de Kadu, pas vrai, mec? Il a volé la fille, n'a rien fait avec elle et l'a quand même jetée là-dedans. C'est vraiment un enfoiré.
Et bien sûr, au moment où Kurisu l'a vu, mec, c'était un like instantané sur